Bienvenue au Langue à Langue, le podcast, un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre, où on jase de stratégie, d'essais d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Je suis votre animateur Michael Laguibel et je suis accompagné de Thomas Langlois. Hey, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être là. Alors aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de particulier, on reçoit Olivier Roberge, le fondateur de l'Humor. Eh oui, l'humour. L'humour, c'est génial. Salut tout le monde. Et c'est là que ça commence, le podcast Langue à Langue. C'est parti. Salut Oli! Salut Mike. Hey, merci beaucoup d'avoir pris l'invitation pour participer au Langue à Langue. Ça fait vraiment plaisir. C'est toujours cool de jaser dans des podcasts qui sont pas les mêmes que les autres. C'est cool les podcasts. Moi, je suis pas de ceux qui trouvent qu'il y a trop de podcasts, par contre. Là, je trouve que c'est une bonne blague qu'on se dit entre amis quand on est déçu de pas avoir notre podcast. Là, comme, il y en a tellement des podcasts sur l'humour. Pour elle, tu sais, les gens, quand les gens ils parlent de podcasts, souvent, ils sont comme hey, Sous-Écoute, c'est le premier podcast ever au Québec. Puis, tu sais, moi, je consommais des podcasts avant qu'il y ait Sous-Écoute, là, pas pour braguer, mais tu sais, les geeks savent. C'est tout qu'il y avait plein d'affaires. Je sais pas, je lance le sujet comme ça, là, mais moi, votre premier podcast, vous avez écouté, c'est quoi? Moi, c'était Pas de problème. Je sais pas si vous avez connu ça. Non. C'était Frédéric Darbouchy, Antoine Vézina, Jean-Philippe Durand puis Mathieu Bouillon. 4 grands improvisateurs qui, dans le fond, les gens leur envoyaient un sujet et eux brainstormaient pour trouver des solutions à ce problème-là. C'était super créatif. J'ai utilisé ça comme exercice de coach d'impro pour se délier le cerveau un petit peu. Alors, vive les podcasts! Ouais. Non, moi, je pense que mon premier, c'était Bill Burr puis Mac Maron. C'est là que j'ai commencé à utiliser les logiciels. Puis là, oups, qu'est-ce qui se fait au Québec? Puis je tombe. Puis là, c'est là que j'ai vu le tien. Le francophone, je pense que le premier que j'ai entendu, c'était On se sent ensemble. On se sent ensemble. Ben, moi, j'avais commencé mon podcast pas mal quand Mike avait arrêté son sous-écoute par Skype avant d'aller au bordel. Puis à ce moment-là, je dois vous dire que j'étais pas mal le seul podcast sur l'humour au Québec. Puis tu sais, ça marchait quand même bien. Puis là, à un moment donné, Sous-Écoute est revenu. Puis là, il y a 4, 5, 6 podcasts de discussion one-on-one qui sont arrivés. Puis c'était dans mon début de carrière en humour. Donc, c'est fatigant faire du podcast. Surtout, dans ce temps-là, c'était vraiment, je les invitais chez nous pour qu'on jase autour de mon micro, là, puis faire du booking pour que les gens se déplacent, venir faire ton podcast quand ils savent pas t'es qui, puis qui, tu sais, je commençais à connaître le monde un peu, là, c'est quand même tous des collègues que j'avais invités à ma soirée ou à peu près, mais tu sais, quand là, ils commencent à avoir des podcasts un peu plus connus ou d'animateurs plus connus du moins qui t'invitent, ben ils commencent à tasser un peu celui qui connaissent pas vraiment l'animateur ou les répercussions potentielles, parce que tout ce qu'on fait en humour, bien sûr, il faut que ça puisse faire avancer notre carrière, hein, comme ce que je fais ce matin avec vous. Ça devrait me donner un petit boost. Oh, un énorme boost, tu vas voir. Yes. Tout va changer. Cherche la batterie de sel, là, les appels vont rentrer non-stop. Ah ouais. Pendant. C'est live. Pas live, là, mais pendant, même pendant. Ça sait, hein, ces affaires-là. Mais on t'a invité parce que t'as un gros bagage sur scène, là. T'as fait de l'impro, tu fais de l'humour, puis là, tu fais de la lutte aussi. Fait que je sais pas si tu peux me faire un petit résumé de ton parcours. Qu'est-ce qui a amené à quoi? T'as commencé avec quoi? Qui... la scène, ça a commencé sur la 2-3, tu sais, j'ai commencé au secondaire, on avait un cours qui s'appelait Anglais cinéma. Ça, c'est le cours qui a changé ma vie. Il y a une professeure qui s'appelle Lynn Saint-Onge qui avait créé c'est un peu anglais enrichi dans le fond. Le principe, c'est que sur les 6 jours où on faisait de l'anglais sur la période de 7 jours, si je me rappelle bien, on faisait sur les 6, il y en a 5 qu'on faisait du cinéma en anglais au lieu de faire des cours magistraux comme on connaît. Puis c'est à ces moments-là à peu près que j'ai
comme découvert les Chicken Swell à la télé, puis c'est ça que ça me tentait de faire. Je commençais à avoir... en fait, ma première expérience devant public, c'était en 6e année, c'était l'année où il y avait eu les Olympiques de Sydney, je pense, ou en tout cas, il y avait eu des Olympiques cette année-là, puis fait qu'il y avait eu comme une espèce de grande joute dans toute l'école où il fallait faire plein d'épreuves scolaires, évidemment, puis moi, je représentais ma classe de 6e dans les oraux, puis là, ben, j'avais passé devant toute l'école, puis tu sais, comme là, j'avais découvert un peu ce thrill-là de... Tu sais, moi, je suis un gars assez timide dans la vie, assez gêné, tu sais, qui s'est transformé un peu en... Tu sais, comme les gens ont l'impression que j'y regarde de haut des fois, mais c'est juste parce que j'ai un air un peu sévère, puis que je parle pas tout le temps à n'importe qui. Mais à ce moment-là, j'ai découvert, tu sais, la différence entre de parler comme à 2 personnes ou à parler à 200 personnes, tu sais, puis j'ai trouvé ça tellement simple, tellement facile de parler à tout ce monde-là, tu sais, puis évidemment, c'était pas de l'humour, mais tu sais, ton oral, tu le fais un peu humoristique pour que les gens aient du fun à l'écouter. Puis la piqûre était là, puis après ça, ben, au secondaire, ça a commencé un peu plus mollo parce que l'école où j'allais, il n'y avait pas d'impro, c'était seulement secondaire 1-2. Il n'y avait pas d'impro, il n'y avait pas de théâtre, mais là, quand l'anglais cinéma est arrivé, là, c'est devenu comme, oh, là, on peut créer des affaires, on peut créer des films, puis là, les montrer à du monde, puis là, il y a des réactions un peu. Puis là, il y avait eu Sonia Cordeau, qui vient de Saint-Jean aussi, qui était venue donner des ateliers d'impro, justement, à mon école. Puis là, je fais, oh, l'impro, c'est hot, ça. J'avais déjà vu ça à Télé-Québec, avec le national d'impro, puis tout ça. Oh, ça commence. Puis en secondaire 3, j'ai changé d'école, mais j'ai choqué de faire de l'impro parce que je connaissais pas de monde dans mon entourage qui en faisait. Fait que j'ai choqué ça, mais j'ai commencé à faire du théâtre. Puis là, ça c'était aussi cool. Tu sais, évidemment, c'est le cours le plus fun à faire dans tous tes cours. Le théâtre. Puis après ça, en secondaire 4, c'est là que l'impro a commencé. Puis là, comme la piqûre était visible, tu sais. C'est quoi qui t'a donné le goût d'aller en impro? T'as-tu retrouvé des mondes qui... Parce que là, tu disais que t'avais pas d'amis qui en faisaient, puis là, tu t'en es fait, que t'es allé? Ben, c'est juste... Quand j'ai compris en secondaire 3 que j'aurais dû faire de l'impro, j'ai voulu en faire, tu sais. Justement, j'avais fait des ateliers puis tout, puis ce que je voyais sur la scène le midi pendant les games intramural, c'était la même chose que je voyais avec à la télévision, justement. Puis j'étais déjà allé à la LNI voir un match, tu sais, comme... Puis Chris, c'était la même chose, finalement, sauf que les gens, c'était du monde de mon âge, puis puis le public, il capotait, tu sais. Je sais pas s'il y avait de l'impro intramural à vos écoles, mais tu sais, normalement, les jeunes sont vendus en crise à leurs joueurs. Là. Ça, c'est hot. Fait que là, ben, tu sais, première année, puis là, tout de suite, je rencontre tout le monde, puis là, je rentre dans l'équipe étoile première année, puis après ça, l'année d'après, c'était moi le capitaine d'équipe étoile, puis là, c'était hot, là, ces réactions-là, quand même. C'était hot d'aller en tournoi, puis moi, j'aime aussi le principe de represent, là, de représenter son école, puis tu sais, si j'avais pu avoir un petit jacket football, là, j'aurais, un bomber jacket, là, j'aurais aimé ça, mais tu sais, ça n'aurait pas eu rapport. C'est l'impro. L'impro, c'est censé être très hippie là, comme activité, ce que je corrobore pas beaucoup, mais ça, c'est chacun son style. Là. Puis après ça, ben, j'ai fait encore théâtre jusqu'à la fin secondaire, puis après ça, au cégep, ben, j'ai fait que de l'impro. Parce que les cours, ça m'intéressait pas vraiment. ben tu sais, le cégep, c'est le meilleur moment de la vie pour commencer des choses, découvrir des choses. Hein. Ben, au début, j'aimais ça, aller en mes cours en cinéma. Tu sais, c'est quand même une bonne école de cinéma, puis des bons profs, puis tout. Mais à un moment donné, tu découvres le pot, puis t'as moins envie d'aller à l'école. Sauf pour fumer du pot. Chiller dans les locales d'impro. Chiller au local d'impro. La vie était simple à ce moment-là. Hein? Hey, moi, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis j'allais au cégep Saint-Laurent. Tu sais, c'était au moins 1h15 de transport, puis la plupart des jours, j'allais juste pour aller au local d'impro. Et c'était pas grave, ça. Puis, pendant ce temps-là, je chérissais, ben pas je chérissais, mais tu sais,
j'aime la lutte depuis que je suis petit. Tu sais, cet univers-là de personnages over the top qui, tu sais, plus jeune, c'est plus que les combats, là. Tu sais, c'est vraiment les personnages qui ont l'air d'être des méchants puis des gentils de Marvel ou de DC, là. Tu sais, c'est cet univers-là, là, tu sais, avec l'époque Hollywood Hulk Hogan, avec les personnages. Tu sais, ça m'avait toujours fait capoter, mais tu sais, tu penses pas vraiment dans la vie que tu pourrais faire de la lutte, on dirait. Tu sais, surtout quand tu regardes ces gars-là, tu sais, c'est des monstres, là, c'est des titans, puis tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que tu seras pas un monstre ni un titan, là, dans la vie. Mais en secondaire 5, là, moi puis mon meilleur ami de l'époque, on regardait Raw le lundi, tu sais, puis on trippait, puis lui, il s'était pogné une job chez Walmart, puis il avait rencontré un gars qui faisait de la lutte à Saint-Jean, puis il était plus petit que nous autres, un petit agile, puis fait que là, il s'est informé, puis on s'est rendu compte qu'il y avait une place à Saint-Jean où il y avait de la lutte, où on avait juste à se présenter, puis de rencontrer le monde pour pouvoir commencer à s'entraîner avec eux. Puis c'est ça qu'on a fait les deux. Lui, il a quitté après 1 ou 2 séances parce que, ben, tu sais, c'était plus mon rêve que je l'avais amené avec. Mais lui, il s'est rendu compte qu'il était plus tu sais, il aimait plus le MMA, puis, tu sais, le jiu-jitsu, ces affaires-là, tandis que sais, la lutte, c'est un autre genre de travail. Là. On fait des mouvements de combat, mais c'est quasiment de la danse. Là. C'est comme un mélange entre le cirque, la danse et... le théâtre un peu. Ouais, ben 100%. Là, là présentement, je suis dans une école de lutte, fait que j'apprends à très bien lutter, mais j'ai quand même réussi à rouler ma bosse depuis presque 1 an en étant juste un personnage, pratiquement. C'est ça qui est fantastique, la lutte. T'sais. En tout cas, fait que... Là, j'étais au cégep, j'ai fait de l'impro. L'impro, c'était ma vie. Mon équipe d'impro, c'était ma famille. J'étais jamais à la maison. J'étais toujours chez un, chez l'autre. Cette année-là, on a fait comme 7 tournois, là, les porte-patios de Saint-Laurent. Là. On était partout, puis on était game de tout payer nos tournois pour jouer toutes les games possibles, puis on était bons, puis c'était hot, là, ça nous amenait... Ben, on était très compétitifs, mais surtout compétitifs dans le sens que ça nous faisait chier de mal jouer. Là. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve très important d'avoir cette degré de compétition-là pour jamais comme se laisser tomber sur une impro. Là. Mais c'est pas surtout c'est pas contre l'autre équipe, mais c'est plus votre équipe vouloir s'améliorer puis créer un contenu, une création qui va être bon pour le public. Là. C'est pas une compétition malsaine, c'est une compétition plus pour vous améliorer. Ben, c'est ça. Ben, ça c'est vrai, sauf qu'à ce moment-là, nous, on le sait pas, tu sais. Parce que nous, on fait juste être dans le moment présent, puis comme, on se trouve drôle, puis quand un fait une joke, on rit fort, puis on était 6 personnes fucking loud, fait qu'on riait très fort. Puis tu sais, là, on a, tu sais, au collégial, on a entre 16 et 19, mettons, là. Puis les âmes sont très sensibles à ces âges-là, surtout quand... Mettons, t'es un bon joueur de ton école, mais là, t'as le style de cégep Saint-Laurent qui arrive, là, fucking loud, là, qu'on a créé une... Puis on est là comme si on a une aura d'invincibilité parce qu'on est... Et puis c'est pas ça qu'on essayait de faire, mais en même temps, on se plaisait clairement, là, parce qu'on allait blanchir du monde chez eux, tu sais. Puis... Et tu sais, on était là à 100%, tu sais, puis on... Pourquoi pas, tu sais, comme dans n'importe quoi, comme dans n'importe quel sport ou tout truc de performance, ça me fait chier de faire à semblant, là. Ça me fait chier de jouer à moitié, puis quand je manque une impro, tu sais, ça, il a fallu que un de mes profs de l'école de l'humour, Stéphane Maillé, tu sais, qui est un grand coach d'impro, c'est anodin, là, mais à un moment donné, là, dans le cours d'impro, qui n'est pas un cours d'improvisation, le jeu, là, mais c'est un cours de créativité surtout, basé sur l'impro. Puis ça, c'est la phrase que j'ai le plus répétée comme coach, mais c'est on a le droit de se tromper parce que c'est de l'impro. Ouais. Puis ça, là, ça a changé ma vision des choses, mais ça a changé ma vision des choses en général, parce que la réalité, là, c'est qu'on a le droit de se tromper tout le temps en création, tu sais. Puis ça, ça a beaucoup teinté après ça, mon humour, puis mon coaching d'impro, puis tout ce qui était sur scène, parce que
tu sais, j'ai toujours eu cette envie-là de, pas de déranger, tu sais, mais d'être un petit peu à côté de la marge. Surtout, ma carrière d'impro, c'est terminé. Après le collégial, tout de suite après le collégial, j'étais arrivé à l'école de l'humour. Tout de suite après le cégep. Fait que pendant ce temps, à cette époque-là, à l'école de l'humour, c'était vraiment pas bien vu, même pas déconseillé, presque interdit d'aller faire des shows. Puis moi, j'étais auteur à l'école de l'humour, d'ailleurs. Drôle de décision, mais c'était genre 5 000 $ de moins. Puis je me disais qu'avec mon expérience de scène, puis apprendre à écrire de l'humour, ça serait suffisant pour avancer, mais finalement, quand tu es writer à l'école de l'humour, tu n'apprends presque pas à faire du stand-up, tu apprends à être un auteur pigiste, puis je pense que c'est la meilleure école d'auteurs pigistes au Québec, d'ailleurs, presque tout le monde est placé, mais moi, c'est pas du tout ça que j'avais envie de faire. Puis après ça, ben, tu sais, moi, mes idoles en humour, c'est pas, tu sais, j'en ai pas vraiment au Québec, à part, tu sais, à ce temps, j'en ai plus, parce que l'humour est vraiment meilleur qu'avant au Québec. T'sais, mais à cette heure, les Denis Drolet, puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup, tu sais, les Picbois ou Yannick Demartino, là, du monde contemporain qui, justement, ont des angles différents. Puis en stand-up, ben, c'est toujours un peu la même chose, veux pas, tu sais, j'ai des amis, ben, j'ai un ami qui, c'est un comédien, tu sais, il fait du théâtre, puis lui, la forme du stand-up lui convient pas du tout, tu sais, parce que le stand-up, pour moi, ça doit être 100% classique ou complètement disjoncté, tu sais. Ah ouais. Hey, il y a un entre-deux, on dirait que Pourquoi pour toi c'est important, cette espèce de... Je sais pas, mais je suis très protecteur, très jaloux un peu de mon art, tu sais, j'aime vraiment le principe du texte en humour, tu sais, puis de savoir ce que l'humoriste a à dire, puis c'est quoi, j'aime les angles, tu sais, les angles étranges, puis tu sais, c'est normal, là, tout le monde aime les angles auxquels on s'attend pas, là, parce que c'est ça, en théorie, qui nous fait rire. C'est ça le but, tu sais, puis par contre, j'ai rien contre ceux qui vont pas dans les champs extérieurs, sauf que moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Puis, ça, je trouve ça difficile à faire ça en humour au Québec parce que Québec, ce qui est spécial, c'est que le public est rodé plus que les humoristes. Je trouve, là. Dans quel sens? Hey, je me rappelle d'une époque, là, l'époque juste pour rire de quand, mettons, v'là 15 ans. J'ai 31, fait que v'là 15-20 ans, où là, dans tous les talk shows là, où on préparait juste pour rire, on disait le Québec, on est des experts en humour, le public connaît l'humour, il aime les humoristes, nanana, puis plus le temps avance, plus on se rend compte que c'est pas vrai, le public québécois connaît l'humour québécois, puis à cette époque-là, l'humour québécois, c'était, t'avais soit juste pour rire, puis à juste pour rire, le public est assis. En plus, on a toujours vu ces shows-là seulement en montage. Et quand tu regardes un show juste pour rire à télé, c'est des numbers de 3 minutes, là, c'est fucked up, là. Puis, le public a l'air de rire tout le temps, c'est incroyable comment ça rit, puis ça, veut pas, ça a un espèce d'effet hypnotisant pour le public qui se dit, quand je vais aller voir un show d'humour, je vais rire tout le temps, sinon, ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport de pas rire. Ça crée une grosse attente, là. Exact. Puis, à cette époque-là aussi, moi, le premier show d'humour que j'ai vu de ma vie, c'était Rumeur de Jean-Michel Anctil. Puis, quand j'étais jeune, je tripais sur Jean-Michel Anctil. Je fais partie de ces jeunes-là là, que je connaissais des numéros par cœur déjà. Comme il y avait Humour après l'école, que ça s'appelait, c'était un spécial au Canal D, où il y avait genre Louis-José Hood qui avait fait le yo. Il y avait, fait que ça veut dire que Louis-José sortait de l'école à ce moment-là. Puis il y avait Jean-Michel Anctil qui faisait son petit gars, là, je me rappelle plus c'est quoi, là. Mais ce numéro-là, je le savais par cœur, puis je le faisais devant des amis, Puis, fait que quand je suis allé voir Rumeur, j'ai capoté, là, c'était râteau, c'était hilarant en crise, mais vraiment, quand tu regardes râteau, ça vieillit
étrangement quand même. Mais pourtant, le clown était là à 100%. Là. On peut pas dire que j'ai pas ri pour vrai, puis que le public était dans la salle a ri pour vrai. C'est le clown qui est là. C'est le clown qui fait rire plus que ce qui est dit. Là. Exact. Puis là, ben, moi, à un moment donné, mon coach d'impro, Alexandre Mackenzie-Fauché, m'a fait découvrir des humoristes américains. Okay, ouais. Quand j'étais au cégep, genre David Cross, puis Mitch Hedberg. Puis là, je suis embarqué là-dedans. Puis là, avec l'Internet, puis YouTube qui arrivait, là, tu pouvais écrire des noms. Puis là, j'ai découvert Dave Chappelle, Chris Rock, tu sais, puis toutes les noms, les super vedettes de l'humour américain. Puis quand je suis arrivé à l'école de l'humour, là, en 2010, beaucoup de monde connaissait les stand-up américains, tu sais. Mais évidemment, YouTube, ça avait 4 ans dans ce temps-là. Fait que, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de connaître l'humour américain, à moins que tu aies un bonhomme qui te passe des CD, tu sais. Puis, tu sais, j'avais downloadé justement les specials de Dave Chappelle puis Chris Rock, là, puis dans ce temps-là, j'écoutais juste ça dans mes écouteurs, tu sais, comme je marchais, puis je les avais en tête, fait que je connaissais toutes les rythmiques, puis toutes les répliques de ces shows-là, puis je sais pas, on dirait que j'aime le public silencieux d'humour, tu sais, qui s'attend pas à exploser nécessairement d'hilarité. Puis de toute façon, je considère que ça vient avec, dans le show, à un moment donné, la boule de neige grossit, puis là, le public est 100% dedans. Mais tu sais, moi, je recherche pas nécessairement le rire à tout prix, tu sais. Puis à l'école, en plus, il y a comme la rumeur qui te font écrire pour qu'il y ait un rire aux 7 secondes. Mais tu sais, ça, c'est dément, là, de vouloir faire rire aux 7 secondes pendant 1 heure. Tu sais, comme moi, j'ai besoin de parler pas mal plus que ça pour comprendre. Ben, c'est ça. Moi, j'explique beaucoup, puis j'aime que les prémices soient intrigantes, puis que les gens ne comprennent pas où est-ce que je les amène, tu sais. Mais c'est ça, c'est pour faire rire aux 7 minutes, tu sais, c'est quand même... 7 secondes. 7 secondes, oui, c'est surtout du punch, j'imagine. Ouais. C'est dur de faire un build-up, j'imagine. Ben, c'est parce que je sais pas, tu sais, moi, j'ai jamais écrit de cette manière-là, mais j'imagine que ils te font remplacer tes phrases explicatives par 2 phrases joke qui expliquent à peu près ce que tu veux dire. Et tu sais, c'est une règle bidon, anyway, là. Puis en humour, on est censé d'avoir le droit de faire ce qu'on veut, là, pour faire rire, là. Tu sais, déjà que le monde se bat pour dire que des jokes de pédophiles, là, puis là, je vise pas Mike Ward pour ça, mais vu que Mike Ward dit tout le temps des jokes de pédophiles, mais tu sais, le monde se bat pour que les jokes de pédophiles soient acceptables socialement, là, tu sais, qu'à ce moment-là, je peux-tu avoir mes angles un peu plus tordus, puis mes silences, puis des regards, là, tu sais, les regards, c'est pas obligé d'être ça, là. C'est ça. Mais non, mais le silence en tant que tel, c'est une réaction. Ça montre aussi que le public est à l'écoute, puis il s'abreuve encore plus des mots fait que le punch peut rentrer plus fort, là. C'est comme on abordait dans les langues à langue aussi. C'est ça, tu sais, moi, je suis plus habitué avec ça, autant avec le slam, ou, tu sais, comme quand il y a une espèce de gros silence fort, là, je sens que j'ai comme touché une corde ou quelque chose comme ça. Puis c'est un silence qui n'est pas du tout vide, là. C'est une réponse, comme tu dis, Mike. C'est ça, tu sais, dans toutes les disciplines qu'on fait, tu sais, même à l'impro, là, à un moment donné, il y a un moment là, où ton coach sent que vous êtes prêt, puis fait, là, il va falloir que vous appreniez à vivre les silences, tu sais. Parce que là, en impro, tu sais, on est des mitraillettes, là, puis on est avec nos amis, fait qu'on veut tout le temps se relancer la balle, mais tu sais, vivre un silence, tu sais, c'est très inquiétant, c'est très... t'es vraiment sur un funambule, sur un fil de fer, on dirait, là, comme si t'as pas confiance en toi, si t'as pas... si t'as l'impression que les... Tu sais, c'est ça qui arrive, tu sais. Les gens ont l'impression que pendant les silences, les gens arrêtent de les écouter. Ouais, quand c'est le contraire. Non, mais tu sais, comment tu veux que les gens arrêtent de... Tu sais, je sais qu'on a des cellulaires à cette heure, mais tu sais, si t'es sur la scène du terminal, les gens sont à 2 pieds de toi, c'est sûr que les gens t'écoutent encore si t'es silencieux, puis... en tout cas... Au contraire, moi, je trouve que si tu utilises bien le silence, puis si justement, tu parles un débit normal, là, le fait d'utiliser le silence, je trouve que le public va se rappeler de ta dernière phrase, va juste se la remettre être encore là, il attend qu'est-ce qui s'en vient, puis il se la remémore, puis là, ta phrase, tes mots ont plus d'importance que juste débiter non-stop, là. C'est sûr que
en humour, l'écriture est faite, surtout comme on parlait tout à l'heure, là, je sais pas si c'était on cam ou not on cam. C'était pas on cam. Les gens sont en mode rodage très très vite. Ils sont rendus. Moi, je suis rendu à ma V6 de ce texte-là. C'est comme ta V6? C'est dans quel show tu vas mettre ta V6, là? Je sais pas, je sais que dans les dernières années en humour, j'ai comme un peu eu un petit moment de. Pas d'écœurant titre, là, au contraire. J'ai toujours envie de faire du stand-up, là, mais de faire des demandes de booking, puis après ça, d'aller et faire un 8 minutes à 50 minutes de chez vous, ben j'ai envie que ça vaille la peine, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai commencé à fumer du pot avant de faire mon stand-up, tu sais. Pas souvent, là. Et je dirais pas que c'est la meilleure des idées tout le temps non plus. mais j'aimerais ça, par exemple, qu'il y ait cette culture-là un petit peu plus, tu sais, l'alcool, on l'a vu dernièrement en plus, là, puis l'alcool est très présent dans le milieu de l'humour, là. Puis ça amène à certains dérapages. Mais tu sais, comme si c'était le weed qui était dans la la culture au lieu de l'alcool et la cocaïne, peut-être ça irait mieux, tu sais. Ouais. Les gens ont tellement peur de leur apparence sur le weed. Là. Mais là, t'as dit que t'as commencé à fumer des fois pour monter sur scène. Est-ce que qu'est-ce que tu trouves de positif, puis qu'est-ce qui a été négatif à date de faire ça? J'ai commencé à faire aussi un peu de la musique sur scène. Okay. J'aimerais ça faire un show multidisciplinaire. En plus, tout à l'heure, je disais que j'aimais l'humour très anal, mais aussi, moi, j'aimerais ça faire, je sais pas comment, puis je sais pas comment l'expliquer, mais j'aimerais ça amener le grunge dans l'humour, tu sais. J'aimerais ça, tu sais, mettons, un peu comme Mac DeMarco fait, là, tu sais, il joue ses petites tunes bien peinards, puis moi, j'aimerais ça faire des tunes peinards, mais tu sais, pas des tunes humoristiques nécessairement, tu sais, pas du David Bocage ou encore moins du Cramp en masse, tu sais. Mais tu sais, comme pouvoir faire de la musique puis des tunes qui amènent pas nécessairement à l'hilarité, puis après ça, tu sais, comme avoir fucking chaud, déposer ma guitare, tu sais, je le faisais un peu, tu sais, au guet-apens. Je sais pas si vous connaissez le guet-apens, là. Mais tu sais, le guet-apens, dans le fond, c'est un sous-sol d'un appart qui a été comme aménagé pour faire des shows. Okay. D'ailleurs, c'est là qu'on a fait le Voyou Estival, moi puis mon partner de la Gorgée l'an passé, qui était un festival de 24 heures, 24 shows en 24 heures, multidisciplinaire. Puis là, j'ai fait 1 heure, tu sais, où j'étais assis, puis je fumais un bat, puis je faisais du stand-up, puis j'avais ma guitare à côté, puis là, je sortais des... Je suis pas très bon, là, mais c'est ça qui est drôle aussi, là, mais je m'améliore en musique, mais tu sais, comme... Je sais pas, tu sais, comme... Tu sais, l'énergie Hostie Show ou Plume la Traverse, là, ou toutes ces affaires-là, que, tu sais, c'est sale, puis je sais pas pourquoi est-ce qu'on se rendait là. Ah oui, le pote! Mettons, la moins bonne chose à faire, c'est de fumer du pot quand tu t'en vas dans un show qui est organisé par quelqu'un d'autre. Parce que là, ça, c'est rushant un peu pour cette personne-là qui ne catch pas c'est quoi ton mood, parce que, tu sais, cette fois-là, je pense que c'était juste parce que j'étais vraiment fatigué, puis la soirée était longue, puis, tu sais, c'était au Zeppelin, puis animé par Jay La Liberté dans ce temps-là, puis, tu sais, ça c'est dans le nord-ouest de la ville, tu sais, on se rend jamais là, puis là, il y avait une grosse tempête de neige, puis là, j'avais chaud en me rendant là avec mon manteau, puis là, ça me tentait pas de faire du stand-up ce soir-là, tu sais, peut-être j'avais travaillé le jour, je sais pas trop, puis là, j'avais fait ça me tente pas de faire mon 8 minutes super rodé, que ça va être les mêmes réactions que d'habitude. Fait que là, j'ai juste fumé 1, 2, 3 puffs, tu sais. Puis là, j'étais paf, là. Tu sais, je sais pas si j'ai fumé trop proche de mon number ou trop loin avant mon number, mais quand je suis arrivé sur scène, j'étais pas dans la bonne zone, pantoute. Tu sais, je me rappelle avoir fait mon number, puis ça allait quand même bien, tu sais. Puis je sais que j'allais chercher des rires comme avec des regards que j'avais pour montrer que wow, c'est weird le moment qu'on vit, tu sais, ce qui est pas tout à fait ce que je recherche, tu sais. C'est quasiment on s'excuse, tu sais, je m'excuse gang, je suis batté au bout. J'ai fait plein de shows aussi où j'étais trop chaud comparé à ce que je pensais là. Puis
Hey, c'est comme... Des fois, tu arrives à un show, puis tu es plus fatigué que tu penses, puis là, tu as une pinte, puis là, tu as 2 pintes, tu sais, puis au Lagabière où j'anime, ben moi, j'ai la bière gratuite, illimitée, puis c'est une microbrasserie, fait que, tu sais, t'en prends une, là, t'oublies qu'elle était à 8%, cette bière-là, finalement. Fait que là, au début, c'est pas grave, mais à ta deuxième 8% dans ton animation, là, ça commence à flasher un peu plus. Mais, par contre, quand je fais de la musique, le pot, c'est vraiment une bonne chose. Parce que une des choses que je recherche, là, puis que j'ai perdu depuis longtemps dans la scène, c'est le trac puis le stress. T'sais. Ça fait vraiment, vraiment longtemps que j'ai plus ça. Puis des fois, c'est quasiment angoissant de ne pas être stressé. T'sais. Les dernières fois où j'ai été stressé, mettons, à la lutte, quand j'ai commencé à faire de la lutte à 18, 19 ans, là, j'étais stressé. Là, j'étais pas dans mes bottines, je maîtrisais rien. J'étais ben trop jeune pour faire ça. Ben, sauf si je m'étais entraîné adéquatement, là. Tu sais, si j'avais eu un vrai coach qui m'avait entraîné pendant 1 an avant, à 19 ans, j'aurais été prêt, mais là, c'était vraiment broche à foin. Puis, là, j'étais seul devant le rideau avant de sortir, pour arriver devant les gens. Ça, là, c'est comme, oh, je sais rien de ce que je m'en vais faire. Puis je pense que si je regardais les vidéos qui existent, peut-être, je serais comme, oh, je savais pas ce que je faisais. Puis en humour, ben, tu sais, je sais pas, on dirait que j'ai tellement pas peur d'affronter le public, là, c'est fou raide, même si tu essaies des nouvelles affaires ou tu te mets un peu à improviser, ou ça, il n'y a plus le stress, il n'y a plus de trac? Ça, je t'avouerais que dans la dernière année, là, où j'ai, tu sais, comme décidé de me lancer pas mal dans la lutte parce que ça marchait quand même, puis que j'étais, tu sais, la lutte, j'ai quand même pas une porte ouverte illimitée, veux pas, là, tu sais, c'est très dur sur le corps, puis tu sais, dans 10 ans, est-ce que je vais être encore capable de faire ça, ou est-ce que ma vie va être, tu sais, who knows, mais tu sais, l'humour, on dirait que ça, je peux en faire toute ma vie, puis recommencer demain à être super productif, ou faire plein de demandes de booking, puis blablabla. Mais dans la dernière année où j'ai délaissé un peu plus le stand-up, j'ai perdu un peu le guts d'aller casser du matériel. Parce que j'avais considérablement moins de booking. Je te dirais que j'ai pas mis beaucoup d'efforts à en chercher, mais j'avais pas autant de booking qu'avant. Puis là, on dirait que si j'allais faire une soirée puis que c'était pas pour avoir des résultats, c'était un peu décourageant, tu sais. Donc là, j'avais mon gros matériel, puis je le sortais partout, puis j'avais des bonnes réactions. Ben, tu sais ça, en plus, je trouve que l'humour... Hey, là, je fais des gros statements à votre show, mais tu sais, comme on parlait tout à l'heure, là, je trouve que le public en humour a tellement d'attentes précises que c'est difficile de vouloir explorer. Ouais, puis de l'amener ailleurs. C'est ça, tu sais. Puis à cette heure, quand tu fais des shows de rodage, il faut que tu performes pour que les gens veuillent te rebooker, tu sais. Mais ça fait aucun fucking sens, ça. Ouais, ça devient une boucle à un moment donné, j'imagine. Ben, je parle d'un milieu dans lequel je suis pas, là, mais ça doit devenir une boucle à un moment donné de. Tu sais, faut que le public y aille ce qu'ils veulent. Fait que là, après, pour qu'on me book, puis après ça, on book des gens qui donnent ça, puis à un moment donné, ça te fait, ouais. Ça doit être un peu. Je connais pas ça, mais c'est ce que je comprends. T'as pas mal dessus, je te dirais. Il y a eu. Quand j'ai commencé, puis tu sais, ça fait 7 ans que je fais du stand-up, il y avait pas mal plus d'argent dans les mains des producteurs. Tu sais, puis par producteur, je veux dire propriétaire de bar. Comme avant, il y avait le ratio open mic non rémunéré face aux soirées à 25$. Puis 25$, c'est pas gros, mais c'est déjà ça. Était complètement débalancé du côté des soirées à 25$. Il y avait peut-être un open mic pour 5 soirées, 25$. Et là, quand le bordel est ouvert et a montré aux gens qu'on pouvait ne pas payer les humoristes pour les faire jouer dans leur soirée, là, le monde a fait, ben là, c'est sûr qu'on va pas mettre 150$ de prod d'investissement par soir. C'est sûr qu'on fera pas ça, voyons. On va faire 0 piastres d'investissement à la place. Fait que, tu sais, là, tu vas dans des open mic, t'as 5 minutes. Tu sais, déjà, t'as 5 minutes. C'est pas long, 5 minutes pour du, tu sais. Puis, je sais qu'il y a du monde qui sont vraiment efficaces dans 5 minutes, là. Tu sais, ils ont des jokes à tester. Et tu sais, moi, j'aime vraiment aller dans l'exploration. Puis, comme je disais, des silences, des lenteurs.
c'est des tensions, mais ça, en 5 minutes, des tensions, là, t'es mieux d'avoir un nest punch, là. Ton élastique, là, t'es mieux de tendre en crise, là. 5 minutes, c'est le temps d'installer ça pour que le monde comprenne que tu vas être ce genre d'humoriste-là. Comme ça, après ça, tu dis, mais 5 minutes, c'est ça. C'est pas assez. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, mais j'ai fait 3 fois 1 heure, dont, en fait, 3 fois au guet-apens. Ça, ce qui est hot, c'est qu'au guet-apens, tu peux fumer live. Fumer pas la cigarette, parce qu'ils veulent pas qu'on fume en dedans la cigarette, mais c'est green friendly. Puis ça, là, tu sais, j'ai exagéré, sauf que, tu sais, quand t'es dans un sous-sol avec 40 personnes, puis toi, tu fumes un bat, il y a quand même bonnes chances que les gens soient pétés aussi, là. Fait que, tu sais, moi, j'étais assis là, sur mon siège, tu sais, la jambe croisée, puis j'avais mon petit chapeau, puis tu sais, je pouvais regarder le monde, puis faire ma prémisse. Là, comme laisser les gens comme réfléchir à ce que je viens de dire. Là, comme tu sens comme la vague de réflexion, la vague de compréhension, puis en tout cas, ce qu'ils pensent comprendre, puis la vague comme, il y a du monde qui commence à rire, puis qui sont down de t'écouter, c'est genre quasiment s'avancer sur leur chaise, puis tout ça. Puis là, je peux faire comme... puis là, tu sais, comme, essayer de mettre ton bat à quelque part, là, pour savoir où est-ce que tu dis pour ça. Mais tu sais, moi, je l'aime, ça fait partie de mon stand-up lui-même, là, de chercher où mettre mon bat. Tu sais, le dernier show que j'ai fait avant le confinement, je faisais la première partie des Pic-Bois au Théâtre Sainte-Catherine, puis ça, tu sais, c'était genre mon rêve, là, de commencer à faire des premières parties des Pic-Bois. Puis j'avais décidé de faire 3 tunes, pas de stand-up, pantoute. Une tune que j'avais écrite la veille. C'est déjà que j'ai de la difficulté à être assidu sur ma pratique de tune quand j'en ai, mais j'avais pas envie d'aller faire du stand-up avant les Pic-Bois, tu sais. Les Pic-Bois, c'est genre mes idoles. Par rapport aux Pic-Bois, c'est pas nécessairement la même chose non plus, c'est pas le même univers. Non, exact, mais tu sais, comme eux, souvent, c'est Guillaume Boldoc qui fait les premières parties, tu sais, puis Guillaume est assez classique dans son stand-up, tu sais, puis je pense pas qu'ils cherchent nécessairement du monde de leur univers parce que sinon, c'est qui, tu sais? Tu vas chercher des gens absurdes, genre. Tu vas chercher Angelo, Chiraldi, ils fit quasiment dans leur univers. Mais tu sais, quand je fais la musique, c'est sûr que je vais fumer au moins 2-3 puffs, tu sais, avant, parce que ça me décomplexe. En tout cas, je me sens un petit peu imposteur d'aller faire de la musique, mais pas à cause que je suis pas un musicien, mais à cause j'ai l'impression que j'ai pas assez travaillé encore pour pouvoir présenter ça aux gens. Mais avec 2-3 puffs, là, je deviens lumineux là, sur scène. Là, puis là, j'explique au monde que je suis pas bien bon encore, mais tu sais, d'embarquer, tu sais, puis je sais pas, ça crée une ambiance, je sais pas, ça baisse ça un peu le niveau de stress. Moi, je serais curieux parce qu'on parle d'énergie, puis on parle d'attitude, tout ça. Tu sais, moi, parce que moi, je connais vraiment pas l'univers de la lutte, tout ça, puis on n'en parle pas vraiment, mais je serais comme curieux que tu nous parles un peu de ça, parce que ça me fait penser, tu sais, ce que tu me dis là, ça me fait penser à, tu sais, parce que la lutte, tu sais, il y a un peu, il y a une persona, il y a un personnage, on parle souvent de ça aussi dans le podcast, mais est-ce que tu as la même énergie quand tu fais de l'humour, puis quand tu fais de la lutte, tu sais, je suis curieux de t'entendre un peu là-dessus, parce que vraiment, moi, je connais, je sais quoi de la lutte, là, mais tu sais, je connais vraiment pas ça. Une des raisons pourquoi j'ai un peu changé mon fusil d'épaule côté carrière, si on veut, là, d'aller plus vers la lutte, c'est que c'est une catharsis pure. Je suis carrément l'inverse de ce que je suis en humour. Je suis le diable en personne. Tu sais, mon auteur s'appelle Le Diable en personne. Là, je m'en allais voir un show de lutte à Toronto avec des amis, tu sais, un gros show là, dans l'Arena. Puis là, j'étais comme, faut que je recommence à faire de la lutte, tu sais. Tu sais, ça, c'est un projet que ça faisait longtemps que je répétais, puis que je disais, faut que je recommence. Puis je recommençais jamais. J'étais jamais assez en forme pour moi, tu sais. Je voulais... Parce que de la lutte laide, c'est laid, tu sais. La lutte... Puis surtout dans le milieu de l'humour, tu sais, puis que je veux toujours continuer à faire, bien sûr.
c'est un milieu de, tu sais, tout le monde parle dans le dos de tout le monde, là. Fait que je me disais, si je fais de la lutte pendant que je fais de l'humour, c'est mieux d'être hot pour pas que les gens parlent dans mon dos, genre, check les photos de BS, check le, tu sais, là, la lutte de sous-sol d'église, puis tout ça, là, puis il y a plein de bonnes luttes dans les sous-sols d'église, mais tu sais, la lutte d'Hochelag, là, tu sais, puis des vieux monsieur comme, mais, puis finalement, quand j'ai recommencé, ben en fait, j'avais commencé j'étais annonceur à la descente du coude, au bar le 9-9, là, qui était un bar sur Hochelaga, me semble. Hochelaga puis 9. En tout cas, j'avais commencé à annoncer là, puis là, c'était, tu sais, c'est les meilleurs lutteurs au Québec qui sont là, puis c'est dans une toute petite salle qui est pas censée avoir de lutte pantoute, mais ils rentrent comme 120 personnes, puis le ring, puis c'est pas mal ça. Puis là, le public, tu sais, ce qui est hot, public en lutte, c'est qu'il demande juste à crier tout le temps. Tu sais, le public, là, il veut toujours se faire insulter, il veut toujours se faire taper dans la main, ils veulent faire « wow », puis ils veulent faire « bouh ». Tu sais, en humour, le public, là, même s'ils trouvent ça hilarant, des fois, ils rient pas parce qu'ils sont gênés de rire fort. Tu sais, ça, c'est débile, là. C'est débile comme mentalité, mais en même temps, tu sais, comme l'humour, ça va tellement juste jouer sur l'intellect ou sur le gut feeling que quand ils ont l'impression que ça va dans l'intellect puis qu'ils trouvent ça drôle tout seul, ils veulent pas rire d'un coup qu'ils soient trop niaiseux de trouver ça drôle. Tu sais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tandis qu'en lutte, il n'y a pas deux styles de public, là. Ben oui, il y en a en fait, là, 2-3 styles, mais tout le monde cherche la même chose, c'est de crier après du monde. Tu sais, puis les aussi veulent vivre la catharsis de ça, dans le fond, tu sais. Tu vas au Japon, mettons, puis je suis jamais allé lutter au Japon, là, mais quand tu regardes la lutte au Japon, c'est très japonais, là. Le public, il crie pas, il te regarde lutter, puis il applaudit très fort quand c'est impressionnant, puis à la fin du combat, il cheer, mais pas aux places où il y a de la bière à vendre. La bière et la lutte font très bon / mauvais ménage. Bon, évidemment, il y a du monde qui boivent trop, puis là, ils deviennent crissement désagréables, mais non, c'est ça. Quand j'ai fait mon retour, proprement dit, sur le ring, c'était au ZooFest de l'an dernier, où j'étais le manager. Donc, j'accompagnais Julien Bernatchez au ring, parce que lui, il a une rivalité avec Benjamin Toll. Je sais pas si vous connaissez Benjamin Toll, mais c'est un des meilleurs lutteurs au Québec. Moi, c'est dans mon top 3 facilement. Puis il a aussi fait un super presque parfait 3-4 fois, genre All-Star. Puis là, il commence à faire de la figure. Il a des petits rôles à la télé, tu sais, casting très cool. Fait que lui puis Julien Bernatchez ont une rivalité qui a pas de sens. T'sais, Bernatchez, c'est le petit, pas en forme, puis l'autre, il l'a démoli à coup d'athémie, tu sais. Fait que là, tu sais, on rentrait dans la salle, puis là, tu sais, moi, j'avais même pas à lutter, j'avais juste à taper dans le dos à Julien, puis de faire des « Yes, sir! » Mais tu sais, dès qu'on est je sais pas encore le diable en personne dans ce temps-là, j'avais pas encore créé le personnage, puis on marche vers le ring, puis mon premier réflexe, ça a été de prendre mon sel, de nous filmer en selfie. Puis là, j'avais des tics que j'avais jamais normalement, genre, je mâchais une gomme invisible, tu sais, j'avais des... On dirait que je recréais un peu des mimiques d'influenceurs, tu sais, comme des petites langues, tu sais, je faisais... Puis là, c'est plate en crise de dire ce nom-là présentement, mais tu sais, si je faisais du Julien Lacroix, là, tu sais, moi, j'ai fait longtemps de l'humour avec lui, là, on a commencé nos soirées en même temps, puis là, aujourd'hui, c'est une des pires personnes, tu sais. Mais sur scène, il y a beaucoup de monde qui se sont inspirés de lui, tu sais, puis tu sais, des petits tics de nervosité, de substance ou whatever, puis mais ça... excuse. Non, je veux juste dire, c'est quelque chose que tu pratiquais ou c'était comme spontané sur scène? Cette fois-là, ben tu sais, ce gala de lutte-là, au ZooFest, c'était avec la Fédération de lutte québécoise, donc la FLQ. Puis, fait qu'il y avait des gros lutteurs qui étaient là, tu sais, puis j'étais quand même impressionné par le calibre, puis il y avait quand même pas mal de public. Puis moi, j'étais juste vraiment excité d'être dans un projet avec Julien Bernatchez, puis Picbois encore. Fait que moi, j'allais là pour avoir du gros fun, puis j'avais rien prévu dans mon personnage, à part que
j'allais être un petit Chris qui allait se faire essayer de pogner les nerfs à Benjamin Toll. Ça a marché, tu sais, après ça, il fallait que je fasse un low blow à Benjamin Toll, tu sais, un coup entre les jambes, là. Fait que là, tu sais, on était des méchants, puis là, on faisait des peace, tu sais. Le peace, c'est devenu comme mon taunt, là, ma marque de commerce, tu sais. Quand moi, j'ai mes lunettes, quand je fais le diable en personne, j'ai mes lunettes rouges, là. Ces lunettes-là, là, puis ça, là. Comment tu l'as créé, ce personnage-là? Comment ça devient, ça? Ben, c'est ça, tu sais, le nom du diable en personne, j'étais en char pour aller à un show à Toronto, comme je disais tout à l'heure, tu sais, puis je sais pas comment au début, puis j'avais juste pensé au diable, tu sais, puis il y a beaucoup de lutteurs aussi, même comme en humour, tu sais, sont un peu aseptisés, tu sais, comme ce sont des lutteurs. Ton nom, c'est, mettons, Steve Fire, tu sais, puis t'es juste un gars normal en short qui s'en vient lutter, tu sais, puis moi, il était pas hors de question, là, ça a juste jamais été dans mon fil de pensée d'être un lutteur normal, tu sais, d'être, fait que là, tu sais, de s'appeler le diable, puis de rentrer sur une toune, je pense que c'est à cause d'une toune qu'on a écoutée, tu sais, ou je sais pas trop, je disais, tu sais, rentrer sur une grosse toune trop intense pour rien, tu sais, puis là, ben, tu sais, je voyais sur Facebook des amis de lutte qui disaient hey, on aurait besoin de lutteurs pour tel gros un Royal Rumble avec 30 personnes. Puis là, j'étais comme oh, j'ai encore mon gear. Puis là, j'ai comme l'envie flamboyante de recommencer ça. Fait que là, j'ai écrit, tu sais, finalement, j'étais booké sur ce show-là. Fait que là, il fallait que je pense à ma gimmick, à mon personnage, tu sais. Puis là, le diable, c'était un petit peu trop straight to the point. Fait que là, j'ai eu le flash, je sais pas trop comment, tu sais, du diable en personne. Puis de pas avoir d'autres noms que ça, tu sais, de pas avoir comme Jack, le diable en personne, Simpson, je sais pas trop, là, tu sais. Pas avoir, c'est pas un surnom, tu sais. Puis un peu comme l'humour, là, j'aime vraiment ça. Créer de quoi qui laisse place à l'interprétation puis que les gens se questionnent sur c'est quoi le diable en personne, c'est qui, puis tu sais là, évidemment, il y a beaucoup de monde dans la lutte qui sont premier degré, là, tu sais, dans le public puis même dans le milieu. Je vous dirais que c'est pas un milieu d'intellectuels, puis ça, c'est pas grave, tu sais. Ce qui est cool, par exemple, c'est que en 2006-7, quand j'ai commencé, c'était un vieux milieu de lutte où il y avait beaucoup de monde alcoolique, tu sais, qu'il y avait beaucoup de monde, tu sais, après le show, c'est la grosse bière, puis whatever. Puis quand je suis revenu, c'est devenu un milieu de geek. Ça, c'est hot. Okay, ouais. Tu sais, parce que, dans le fond, tous les lutteurs, c'est des geeks de lutte, tu sais. Tous les lutteurs, avant, c'était tout genre rough un peu, tu sais, dans les années 80-90 de la WWE, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'était tous des gros géants qui se pétaient à la gueule. Mais là, la lutte est devenue plus athlétique, plus de finesse. Maintenant, il y a plus de place pour des gars de shape plus régulière, si on veut. Avec les lutteurs, c'est des geeks de lutte. Puis ce qui est cool, c'est qu'après les shows, il y a plus weed aussi. Et ça fait du bien parce que je vous dirais que quand t'as pris... on tombe sur le dos non-stop, puis des fois, on peut tomber, mal tomber sur une épaule ou juste sur un doigt, whatever. Puis le weed, c'est pas mal mieux pour passer au travers de ça que de l'alcool. Ça, c'est sûr. Puis ça crée des meilleures discussions aussi. Là, ça crée des... puis plus... je sais pas, l'alcool est un lubrifiant social, sauf que quand tu connais déjà le monde, tu n'es pas obligé d'avoir un lubrifiant social. Fait que tu t'en vas en arrière en arrière du show, tu fumes un bat, puis tu parles de lutte, là, tu geek out là, sur la lutte. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, fait que là, le premier show que j'ai fait, c'est à Saint-Hyacinthe, en diable en personne, puis la lutte n'est pas encore très démocratisée au Québec. Il y en a partout au Québec, mais c'est long avant que les shows deviennent toutes de qualité, puis il y en a de plus en plus. Puis ce qui est cool, c'est que le public, comme je disais, est très premier degré. T'sais. Fait que le monde veut insulter les méchants, puis moi, je suis un méchant, et j'ai beaucoup de facilité à te faire insulter.
Mais tu sais, moi, mon truc, là, c'est d'aller chercher les enfants, tu sais. Moi, je fais beaucoup d'animation jeunesse. Et ça fait... Les seuls jobs que j'ai eu dans ma vie, pratiquement, c'est de l'animation jeunesse. Puis la lutte, c'est pour les enfants, tu sais. À la base, c'est pour les enfants. Oui, c'est un gros spectacle plein de couleurs. Puis c'est fait pour vendre des bonhommes aussi, veux pas. Fac, tu sais, t'as des trucs, là. Moi, je regarde les jeunes, puis je fais genre... Ça, là, je sais pas, entre le 3 ans, tous les jeunes ont connu ça. Je sais pas ça vient de quel film d'animation, genre c'est peut-être les Minions ou quelque chose du genre, comme... mais les jeunes, dès que tu leur fais ça, là, ils font comme « Oh! » Puis là, ils te le font aussi. Puis là, tu sais, comme là, tu regardes, là, puis tu fais comme si t'allais les fesser. En même temps, j'imagine qu'il y a comme on joue avec les archétypes, les stéréotypes, ça a l'air typé un peu, mais codifié, c'est des codes dans le fond, là, un peu, là. Oui. C'est 100%. C'est le niveau 1, là. Tu sais, il y a les gentils qui sortent du rideau comme ça. Yeah! Je caricature, là, évidemment, mais tu sais, les gens, ils font ça, puis là, le public font hey! Puis là, t'as le méchant qui arrive tranquillement. Tu sais, moi, je marche sur le rythme de ma musique, puis là, quand ça fait là, je fais en même temps, puis là, tu sais, le public, ils sont homophobes aussi, tu sais, fait que là, ils me traitent de tous les noms, puis ça, ben, c'est la lutte, puis tu sais, je suis pas homosexuel, puis, tu sais, je devrais... On remet pas le public de... Tu sais, j'ai entendu des affaires du public, là, puis, tu sais, il y a du public raciste aussi. Tu sais, pour vrai, quand c'est envolté à... moi, je me suis fait traiter de tapette vraiment souvent, là, puis, mais, tu sais, j'ai des petites shorts mauves, il y a pas beaucoup de... Avant un certain niveau, je trouve que les lutteurs aiment pas ça se mettre en chest, mais pourtant, il faut tout le temps se mettre en chest en lutte, là. C'est Richardson Zephyr qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, en lutte, plus t'en montres, plus les gens vont y croire. Puis ça, là, c'est vrai, ben, c'est comme en tout, c'est ça, là, plus t'en montres, plus t'en donnes, plus les gens vont y croire. Puis en lutte, ben, si t'as un t-shirt, ben, les gens aussi portent un t-shirt, tu sais. Il y a des lutteurs qui luttent en t-shirt et en short, tu sais. Ouais, ben, t'as pas l'air ben différent du monde dans le public, tu sais. Fait que là, moi, j'arrive avec mes bottes blanches, mes petites shorts mauves écrits Vicious sur les lunettes rouges, j'ai comme une petite veste en jeans, puis là, tu sais, je marche. Tu sais, là, j'ai un handlebar, là, ça, c'est mon nouveau look, là, mais j'avais juste ma petite moustache, là. Tu sais, les gens, ils aiment ça, tu sais, puis je suis chauve en plus, là, puis là, les gens, ils trouvent ça hilarant, les gens chauves avec une moustache, puis, tu sais, ils parlent de je suis poilu en plus, fait que là, ils parlent de ton apparence, mais, tu sais, dans la vraie vie, tu sais, je suis pas quelqu'un qui se met en chess, mais en lutte, vu que le personnage embarque, puis les gens sont là pour m'insulter, puis moi, je suis là pour les insulter aussi, tu sais. Mais comment tu gères tout ça? Parce que justement, quand tu luttes aussi, t'as l'aspect danse avec l'autre partenaire. Faut que tu écoutes l'autre, mais faut que tu fasses des trucs pour faire chier le public. Fait que faut que tu apprennes à gérer un peu ce deux communications, veux pas, là. Exact, sauf que ça, c'est comme dans les pas de danse de la lutte, gérer le public, ça en est un, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, pour moi, c'est juste naturel, tu sais. Mettons, tu fais une prise à l'autre, là, qui est hot à la lutte, c'est que le gars, il se relèvera pas pour venir t'attaquer si c'est pas ça qui est prévu, tu sais. Moi, là, tu peux faire la prise à l'autre, le mettre au sol, puis moi, tu sais, descendre du ring, puis aller confronter du monde dans leur face direct, revenir, puis c'est comme s'il y avait juste eu un pause, tu sais. Ou, tu peux mettre le gars à terre, à descendre en bas, prendre ton temps pour, tu sais, comme envoyer chez le monde, prendre ta heat, on appelle ça de la heat, là, de la chaleur, tu sais, prendre ta heat, le monde t'haït, tu remontes sur le ring, puis là, le gentil il se lève, puis il te punch, puis là, on est genre, parce que t'as tellement craqué le monde à être fâché contre toi que quand tu te lèves, quand tu te retournes dans le ring, l'autre, il va, tu sais, si dans votre chorégraphie, c'était le moment où le gentil reprenait son énergie, ben là, la tension brise, puis les gens, ils trouvent ça incroyable. Puis là, en tant que méchant, tu rebrises ça tout de suite. Je pensais qu'il allait gagner, mais non, si tu leur pognes dans une prise de tête plate, là, regarde le monde.
ils regardent le monde, puis ils taillissent, tu sais. Quand tu crées un numéro, mettons, avec quelqu'un, il faut vraiment que tu travailles, tu penses à un public, puis tu vas travailler le build-up, j'imagine, pour lui, tu sais, comme, c'est un peu... Tout le monde sait à la lutte que le seul but, c'est d'avoir des réactions. Parce que le but à la lutte, puis ça, c'est d'autres paroles, d'autres sages-paroles que je me rappelle plus c'est qui m'avait dit ça. Et il dit, le but de la lutte, c'est de faire de l'argent. Et il faut que tu sois prêt à faire tout en ton possible pour faire de l'argent. Puis bon, c'est une manière très capitaliste de voir les choses, mais veux pas, tu sais, faire de l'argent, ça veut dire se faire booker le plus possible. Ça veut dire que les gens connaissent ton image, puis veulent acheter ton image, fait qu'avoir de la merch. Puis ça, là, c'est le fun en Christ. En humour, c'est pas très bien vu d'avoir de la merch avec ta face dessus, là, mais en lutte, là, checkez ça. Je sais pas si vous l'aviez vu, là. Ouais, j'ai vu les t-shirts. Camisole de basket, là. Ouais. Puis ça, c'est le PCU qui m'a permis de pouvoir investir là-dedans. Le PCU, mais pour vrai, le PCU m'a tellement permis d'investir dans mes projets, là. Woo! Anyway, mais comme, tu sais, dès que j'ai mis mes camisoles en vente, je les ai toutes vendues sur Internet, là. Ça, c'est parce que, tu sais, tu fais le travail de la bonne manière, puis, tu sais, tu peux diversifier, là. Moi, j'aimerais ça avoir des figurines aussi, là. Puis, tu sais, pas nécessairement d'en faire produire par Mattel, là, mais tu sais, mettons, tu vas dans une vente de garage, je sais pas trop, là, puis t'en achètes, puis tu trouves un ami artiste qui va te repeinturer ça à ton image, puis là, t'arrives au show, tu sais, puis au show, il y a toujours la grosse table de merch, là. Imagine, même, avoir les figurines de toi, puis là, tu sais, c'est sûr que ça se vend tout, là, tu vends ça 5$, les jeunes vont toutes les acheter, tu vends ça 10$, les adultes vont les acheter. Parce qu'ils vont penser que c'est de la grosse collection. C'est ça. Mais juste avant de continuer, là, on va juste montrer, parce que tu parlais de choses pour qu'on se rappelle de toi, puis il y a les signature moves aussi à la lutte où les gens vont apprendre ça. Puis là, j'ai combiné les deux ensemble. On va pouvoir les voir. Alors, je vais commencer par un petit peu. Le diable en personne. Alors, on va checker tes deux signature moves que j'ai trouvés. Oh yeah! Ça, je l'aime, cette vidéo-là. Et aussi, on en parlera après. Ça, c'est... Comment tu l'appelles, celle-là? C'est le Katon Dragon Lariato. C'est bon. Quand sa musique part, l'autre adversaire est... La Saint-Valentin de Joe-là, slow. Après. Son emprise. Il t'a mis des deux petits yeux rouges, là. Le vacuum. Retourner à ce moment. Et voilà. Ah. Ça là, tu sais, comme en humour, là, il y a eu un moment là où, tu sais, faut avoir son podcast ou sa web-série, tu sais, puis ça, puis la web-série en humour, j'ai jamais trouvé ce que je voulais faire, tu sais, ce qui est bien vu en web-série, là, c'est genre, moi, Olivier Roberge, au restaurant avec un serveur fatigant. Tu sais, comme, je
calisse-tu de ce sketch-là, là, faites-le, là, votre sketch, vous autres. Mais là, avec le diable en personne, là, je peux aller où je veux. Puis là, tu sais, mon personnage, mes mimiques, tout ça, je me base beaucoup sur des animés, là, Vegeta, là, comme ah! Puis tu sais, des faces de même. Puis là, on a vu, il y avait la musique de Naruto, tu sais. Puis là, j'ai aussi ton premier move, là, justement, les symboles, c'est à la Naruto, ça, là. Longtemps, j'ai pas. Ouais, exact, tu sais. Puis celle-là, je pense pas que je vais le faire trop souvent parce que c'est un petit peu trop. Tu sais, déjà, pour que. Ce qui est spécial, mettons, à la lutte comparé à l'humour, c'est que t'es sur un ring, tu sais. T'es au-dessus de tout le monde, 360 degrés. Fait que, faire ça, tu sais, il y a au moins un côté qui te voit pas, puis il y a peut-être même 2 autres côtés qui te voient pas, puis peut-être tous ceux qui te voient comprennent pas qu'est-ce que tu fais, là, tu sais, on n'est pas au Japon, là, c'est pas... Puis là, après ça, ben, tu sais, je fais une grosse corde à linge, puis là, c'était cool, mais tu sais, c'est vraiment trop... Ben, ça m'a permis de faire une vidéo, tu sais, ça, c'est cool. C'était cool aussi avec la main qui poursuit aussi dans les airs, parce que veut pas le public, il faut... les signature moves, c'est justement le début, ils comprennent où ça s'en va, fait qu'ils capotent déjà, puis la fin aussi rajoute quelque chose, fait que je trouvais le move nice, mais effectivement, comme tu dis, 360, ça marche un peu moins, là. Peut-être, c'est sûr, je vais le faire encore, mais c'est parce que mon but, là, le but à la lutte, là, c'est d'avoir des photos nice, tu sais. C'est que, ce que tu devrais faire, tu sais, c'est que tu fais ton move, puis là, tu sais, avec la main qui ouvre en haut, là, je pourrais photoshopper un genre de dragon d'énergie, de quoi du genre, et tu sais, c'est ça, c'est super geek, tu sais, ma camisole de basket, j'ai eu le flash en écoutant The Last Dance, j'ai fait, oh! En lutte, là, il y a beaucoup de plagiat, là, mais tu sais, on s'inspire de la culture en général. Tu sais, présentement, il y a beaucoup de monde qui font des clins d'œil à Dragon Ball, là, ce que je trouve vraiment cool. Puis, ben, tu sais, là, quand j'ai vu Michael Jordan, j'ai fait « Wow, faut que je sois le premier à, tu sais, comme... » aller chercher ça. Peut miser là-dessus, là, c'est trop bon, là, tu sais, tout le monde a vu Michael, puis son swag, là, puis évidemment, ben pas évidemment, mais effectivement, c'est moi le premier qui l'a fait. Puis après ça, j'ai vu dans d'autres fêtes aux States, du monde commençait à le faire, mais là, tu sais, je suis comme, si vous m'avez copié. Tout le monde copie tout. Ben, c'est pas tout le monde copie tout le monde, mais tu sais, c'est comme tout est dans l'air du temps, là. Tu sais, en humour, tout le monde fait la même chose en même temps, tu sais, c'est normal. Là. En musique, tout le monde fait la même chose. La musique, c'est plus vaste, là, tu sais, j'ai une grande admiration envers le milieu, ben, pas nécessairement le milieu de la musique lui-même, mais envers les musiciens, tu sais, qui... Je sais pas, la créativité de la musique c'est la meilleure créativité d'après moi, là. Puis c'est pour ça que j'ai un peu ce sentiment d'imposteur-là quand je pratique pas beaucoup puis je vais faire de la musique devant 200 personnes, quand il y a du monde qui... Sauf que, ce qui est hot des humoristes, c'est que on a appris à faire nos shows. Ouais. On a appris à s'organiser des shows puis de jouer. Tu sais, pour le Minifest de 2 ans, j'avais un projet qui s'appelait le Musée du baseball, Bienvenue à Guitar World, on était comme un trio un peu, on copiait, mais on parodiait un peu genre Crosby, Still, Nash and Young, tu sais, un trio folk, très planant. Puis, on n'avait pas eu beaucoup de pratique parce qu'on n'était pas habitué de jouer les 3 ensemble, mais moi, j'étais comme, OK, je nous ai booké un show, on va pouvoir aller pratiquer telle place. Puis là, les gars étaient comme, ben non, on va pratiquer pas devant le public. Quoi? Tu sais, mais en même temps, les musiciens sont plus habitués de jouer comme 3 ans dans leur local avant d'aller sur une scène. Puis ce qui est une bonne idée, là. Puis, pourquoi tu dis la musique, la créativité, c'est comme plus... je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense que c'est le langage universel, tu sais, la musique. Je sais pas, on dirait que tout le monde peut se reconnaître. Personne peut ne pas aimer toute la musique, mettons. Tandis que les autres formes d'art, on dirait que ça peut... Maintenant, je comprends vraiment mieux les gens que ça les intéresse pas pantoute l'humour, tu sais. Surtout avec ce qui leur est offert c'est ça, grand public. C'est ça, tu penses pas qu'ils ont juste pas trouvé le créneau qui va les aimer? Parce que peut-être qu'ils vont aimer ça, mais pas grand public, ce qui se fait plus underground, puis tout ça. Peut-être, mais tu sais, il y a
aucune visibilité pour l'humour alternatif, pratiquement. C'est fou, là. Tu sais, Yannick de Martineau, d'après moi, c'est l'auteur le plus prolifique de stand-up au Québec. Puis son one-man show, je ne l'ai pas vu, mais c'est sûr qu'il est bon. Puis, tu sais, il est encore en rodage parce qu'ils n'ont pas encore le guts de dire « Go, on fait juste ton one-man show », tu sais. Pour que les gens achètent des billets, il faut qu'ils aillent faire de la radio, faut qu'ils aillent faire... Tu sais, là, Sam Breton, c'est un des meilleurs humoristes que j'ai vu sur scène, sauf qu'il a fallu qu'il fasse « Salut, bonjour » non-stop là, pour se faire voir. Tu sais, faire « Salut, bonjour », là, ça tue pas rapport pour vrai. Je veux dire, Salut, bonjour, là, j'écoutais ça quand j'ai jamais écouté ça, là, mais tu sais, ça jouait dans le salon chez nous quand on se levait le matin, que j'avais 4 ans, là. Puis, tu sais, c'est quétaine à l'os, tu sais, c'est fait pour parler à des gens qui sont pressés d'aller travailler ou des... Et puis, tu vas faire ta chronique. Puis, attends, je comprends, là, ça va faire ta chronique sur les râteaux, là, fait que c'est correct, là. Mais non, mais je trouve que, moi, en plus, j'écoutais ça comme toi, là, quand j'étais jeune, avant d'aller à l'école, tout ça. Puis je sais pas, c'est parce que, justement, t'es pressé, mais là, je l'ai réécouté pendant la pandémie le matin, là, parce que j'ai rien à faire. Puis je réalise que c'est juste une grosse info-publicité pendant, genre, 4 heures, là. Telle affaire, c'est commandité par Waze. Là, il y a une chronique qui dit manger les All Brand, telle affaire. Puis là, t'es comme, OK, c'est juste non-stop de la plug dans l'émission. Fait que c'est... On se rend compte que les médias, c'est pas mal ça, hein? Mais là, ils l'ont intégré dans l'émission, tu sais. C'est ça que je trouvais fucked up. D'habitude, c'est une pub, tu sais, une fois de temps en temps. Mais là, non, c'est l'émission. La chronique est juste basée là-dessus. Il y a Salut Bonjour qui parle du 7 jours, qui parle de l'émission qui va jouer plus tard à TVA. T'es comme, tabarnak. C'est rough, tu sais, mais en même temps, je comprends les humoristes qui sont sur le edge d'enfin pouvoir faire leur one-man show puis d'être lucratif, d'aller à Salut Bonjour, tu sais, mais c'est comme, tu sais, que t'écoutes des entrevues, tu sais, des podcasts d'humoristes font comme, hey, trop hot, t'as une chronique à Salut Bonjour. Quoi? Le punk en moi refuse ça, là. Moi, c'est comme... Alors, il y a Adib aussi, là, que... Tu sais, moi, j'étais à l'école de l'humour en même temps qu'Adib, puis lui, là, Éric Bellé, là, il était avec Juste pour rire dans le temps, il l'a pogné, là, puis il a fait faire toutes les chroniques, télévision, sucré, salé, whatever, là. Il était chroniqueur partout, puis il a sorti son one-man show vraiment tôt, puis aujourd'hui, Adib, il dit que c'était une des plus grandes erreurs, là, de super produire comme ça puis de vouloir être aimé par tout le monde puis tu sais c'est ça là qui tu sais en humour moi mon but c'est pas d'être aimé par tout le monde mais là après ça c'est comment aller trouver ce monde là tu sais j'aimerais ça moi aller jouer au Caveau à Chicoute là tu sais aller jouer au Saguenay c'est la meilleure affaire pour eux là tu sais le public est trop hot mais tu sais comment tu parles à ce monde là où est-ce que tu vas les chercher si tu vas genre à radio là-bas mettons là tu sais aller à la radio faire une entrevue c'est pas si pire mais là aller faire comme aller à Salut Bonjour ou aller genre à Rouge FM là, à être comme ouais ben aujourd'hui là je vous parle de là, en même temps, c'est même pas le public que tu vas aller chercher non plus parce que non c'est ça mais comment tu vas aller chercher les jeunes tu sais comme les mettons là la gang à Guillaume Boldoc là quand Guillaume Boldoc t'es un ado là puis il était au Saguenay là, comment tu vas leur parler à eux autres tu sais pour vrai c'est genre tu sais, qu'ils autres, là, ils en prennent de la drogue puis en étant adolescents, là, puis qui aiment le punk, puis qui aimeraient ça, voir un humour un petit peu plus décalé. Ils savent même pas que ça existe, tu sais. Eux autres vont être contents quand ceux qui ont vu à Code F vont être là, tu sais. C'est sûr, tu sais. Mais à Code F, est-ce qu'ils prennent les Pic-Bois? Ben non, ils prennent pas les Pic-Bois, tu sais. Mais là, fait faut se faire voir par le podcast, faut se faire voir par des capsules, tu sais. Puis là, à ce moment-là, ben le travail est pas fait. Là. Et je me suis fait déjà arrêter sa rue pour me faire dire qu'il aimait On se sent ensemble, justement. Tu sais, mais à Montréal, là, j'avais fait arrêter à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là. Même à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu sais, j'ai une salle qui est pleine pas mal tout le temps, tu sais, à 100, 110 personnes. Et Saint-Jean, ça a 100 000 personnes d'habitants. Fait que, tu sais, c'est inexistant, là, mais tu sais, il y a du monde qui disait, là, ton show, tu vas commencer à être connu dans ton coin. Non, man, il n'y a même pas un de mes amis du secondaire qui vient voir le show. Je suis quasiment content de ça, tu sais. Fait que ça n'existe pas, là. C'est dur là, de se faire voir. Mais là, avec la lutte, ce qui est cool, c'est que j'ai pu créer toutes les vidéos que je veux.
Ouais. Comme, vous checkerez, là, il y a la saga of Power, que j'ai sorti d'ailleurs un épisode hier. La saga of Power, tu sais, c'est ma recherche de la puissance ultime pour devenir le meilleur lutteur. Puis là, j'ai créé des personnages, tu sais, qui ont des... Le Power, c'est comme une... On sait pas c'est quoi encore, là, mais spoiler alert, là, tout le monde en soi, le Power, puis il faut juste le débloquer, mais tu sais... c'est ça. Mais tu sais, dans l'épisode qui est sorti, il y a un méchant qui arrive, puis il y a un katana, tu sais, puis lui, c'est un riche héritier d'un archéologue de runes anciennes, tu sais. Puis là, ben, c'est hot parce que là, j'ai déjà comme... Tu sais, quand j'ai fini le montage hier de tout ça, puis là, j'étais comme, oh, ce personnage-là, il faut qu'il ait comme son spin-off dans la série où il va chercher des runes anciennes, tu sais. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça faire les premières web-séries d'action, tu sais. Ouais. Les premières web-séries épiques, tu sais, puis on les a toutes, les contacts là, dans nos milieux de petits pigistes, travailleurs autonomes, là, surtout dans l'animation, là, on rencontre comme 1000 personnes qui ont tous les backgrounds. Là. Je sais pas si tu as travaillé à Ronde. Là. Ouais. Ben non, pas à Ronde, mais d'autres affaires similaires. Là. C'est ça, tu sais, avec Fort, là, ou toutes ces affaires-là. On rencontre tous les acrobates de Montréal. Puis tu sais, comme, tu fais genre, hey, tu veux-tu être un personnage, tu sais, comme, ton rôle s'appellerait, je sais pas quoi, tu sais, le dragon bleu, tu sais, mettons, puis ton rôle, ça serait que toi, t'as tel objet, puis il faut que j'essaie de t'attraper, là, puis on va faire un montage fucked up, puis tu sais, ça va... Tu sais, puis en plus, j'aurais eu le droit de le faire en humour, ça, mais tu sais, dans les dictats de l'humour, c'est vraiment mal vu d'être un personnage aujourd'hui, à moins que tu sois les Pic-Bois, tu sais, puis jamais je voudrais faire du stand-up en tant que le diable en... C'est pas vrai, j'aimerais ça. J'aimerais ça faire du stand-up en tant que diable en personne, mais il faudrait que ça soit pour la lutte, tu sais. Okay. Hey, je suis peut-être naïf là, avec mes questions, mais pourquoi c'est mal vu en humour de prendre un personnage? Ben, pour plusieurs raisons. Premièrement, sous-écoute dit tout ce qui doit être fait en humour, tu sais, puis, tu sais, mettons, c'est un peu mal vu. Tu sais, toutes les humoristes des années 90-2000, c'était la Jean-Michel Anctil, Mario Jean, puis tout ça, ben, tu sais, c'est toujours une bonne risée. Tu sais, c'est toujours des boucs émissaires quand ils faisaient des personnages, tu sais. Puis un peu comme je disais tout à l'heure, moi, je suis très, très basic là, dans l'humour. J'aime ça que ce soit, tu sais, le bon vieux dicton de tabouret, micro et bouteille d'eau. Mais là, je trouve juste que le personnage a évolué, puis là, c'est juste... Les gens ont un persona humoristique plus typé qui va s'approcher du personnage, mais tu sais, il va pas porter perruque, il va juste... Tu sais, mettons, moi, je pense à Brian Piton qui me fait rire à côté, mais c'est pas lui. Il y a comme un persona qui est comme champ gauche qui fait que ça fait rire tout le monde. Yannick Desmartino, il y a une autre façon d'être, tu sais, fait que c'est juste typer des parties de ta personnalité pour comme le rendre quasiment personnage, mais c'est pas un personnage, tu sais. Et ça, tu sais, ça va avec les courants, tu sais, parce que une des choses les plus incroyables de l'humour présentement, c'est que les Denis de relais sont mainstream, tu sais. Ça, c'est fou raide, là. Ça, c'est hot. Tu sais, au début, autant ils étaient haïs que là, s'ils sont dans un gala juste pour rire, attendre Ginette puis mon oncle Denis vont être comme « Oh! Ça va être bizarre. » Tu sais, c'est ça, là. Puis tu sais, Brian, puis tu sais, Jean-Thomas Jobin, puis tu sais, ils font maintenant partie de la culture à part entière. Puis là, ça a permis à des gars, justement, comme Jean-Michel Martel ou Brian Piton, justement, de pouvoir être leur personnage. Mais tu sais, moi, personnage, je parlais surtout de... Si je faisais le diable en personne sur scène, j'aurais mes lunettes rouges sur scène, tu sais. Ouais. Ben, Richardson Zephyr, il va plus personnage, puis il réussit quand même à... Ouais, exact. Ben, tu sais, comme Rich, on dirait qu'il a un pouvoir spécial, tu sais. C'est probablement parce que c'est la personne la plus charismatique au monde. Ce gars-là, il peut juste tout faire, tu sais. Il est engagé dans tout plein de projets de télé, de scène, de radio. Tu sais, c'est sûrement le gars qui a le plus de contact au monde. Puis, tu sais, c'est le gars d'impro, là, mettons. Là. Je dis pas que c'est le meilleur joueur, mais tu sais, si t'as fait de l'impro puis tu connais pas Richardson Zephyr, c'est parce que t'as pas assez fait d'impro, là. Tu sais, il peut être... Moi, quand je jouais au collégial, il habitait à Montréal, mais il coachait Jonquière. Ben, voyons donc. Ben, en tournoi, genre, pas... Exact, tu sais, il allait pas faire des pratiques, parce que c'était là-bas à Jonquière,
je pense que c'est la Liège, Ouais. Jonquière. Ben, c'est une ligue intramurale, puis en tournoi, ils font une équipe. Et c'est lui qui les suivait. Fait que s'il y avait un tournoi à Québec, ben, c'était lui qui allait à Québec les coacher. Mais c'est quand même fucked up là, de faire on va appeler un gars de Montréal pour nous coacher. Et oui, tu sais. Fait que, ouais, c'est vrai que Rich fait des personnages, mais tu sais, je pense que tout le monde peut faire des personnages. Il faut juste être prêt à assumer les conséquences. Ouais, genre les 30 premières secondes, si ton personnage. Tu veux pas, le public va reculer au début, mais si ton personnage est bon, les jokes sont bonnes, tranquillement, tu vas aller les chercher. Là. C'est quoi? Rich... C'est quoi? Ouais, vas-y. Ben, tu sais, Rich, même quand il est en stand-up, il commence toujours de la même manière, tu sais. Rich commence, il pogne son gros accent haïtien, il fait « Salut les copains, ça va bien? Aussi bien que quand on fait un puzzle 1000 morceaux chez grand-maman. » Tout le monde, ils ont une réaction. Fait que là, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la taxe rose, tu sais. Puis là, il parle super bien, normalement. Puis quand il fait un personnage, il fait « Salut tout le monde, ça va bien? Ça va bien comme quand... » on prend, tu sais, c'est toujours la même formule. Fait qu'à ce moment-là, on dirait que ça brise un peu le tabou du personnage, tu sais. Ouais. Fait que Rich est toujours un peu en personnage. Fait que c'est quoi juste la différence, mettons, en humour entre la persona et le personnage? J'ai déjà posé la question, mais je suis curieux de... C'est ça, parce que c'est pas juste un costume, tu sais. Parce que, tu sais, c'est jusqu'où qu'on la trace, la limite entre, mettons, je pars de ma personnalité puis je la pousse au max. Puis là, mais on est plus dans une persona, puis je pousse tellement la chose loin que ça devient un personnage. Et comme où cette limite-là, en fait? Je pense que des vieilles entrevues encore avec des Jean-Michel Anctil, puis des humoristes des années 90 qui faisaient des gros personnages. Puis eux, ce qu'ils disaient, c'est que le personnage leur permettait de dire des choses qu'ils ne diraient pas en eux-mêmes. Je pense que le persona du mot aujourd'hui, c'est encore exactement ça, sauf qu'on n'assume plus de personnage théâtral. Tu sais, comme les gens, ils vont devenir des bêtes d'énergie, là, soudainement, sur scène pour pouvoir dire des choses. Tu sais, comme moi, mettons, quand je suis ben high sur scène, puis que je me permets des prémices qui n'ont aucun fucking sens, ben ça fait partie du persona, ça, tu sais. Dans le sens, si c'est clair que je suis un poteux, les gens vont s'attendre à des prémices de poteux, tu sais. Tandis que si, tu sais, j'ai jamais fumé de weed avant d'aller jouer au terminal. Si je suis au terminal puis que je suis super clean puis je fais une prémisse de poteux, il y a comme une espèce de dissonance. Je pense que c'est à cause qu'on n'a pas assez de temps sur scène pour développer une pensée, tu sais. Tu sais, mettons, t'as une heure, là, et que tu sois high ou pas, tu sais, t'as le temps d'implanter ton personnage ou le fameux personnage, disons ta personnalité, ton angle de vue, puis l'ambiance générale du show. Puis là, tu peux commencer à faire tes prémices folles, puis à regarder le monde, puis de faire des airs d'interrogation pour faire... Au lieu de dire « Vous trouvez pas ça bizarre? » Tu peux faire ton statement, puis après, comme, laisser du temps pour que les gens se disent « Hey, je trouve ça bizarre. » Ouais, t'installes plus, t'as plus le temps d'installer. Vu que tout le monde est habitué de faire des 8 minutes, des 5 minutes, ben, tu sais, les gens ont plus tendance à prendre des personnages d'énergie pour se pousser à dire ces fameuses choses qu'ils ne pourraient pas dire en eux-mêmes. Tu sais, ce qui n'a pas full d'allure, là, quand on y pense, c'est quoi tu veux dire qu'en toi-même, tu ne dirais pas, tu sais. Mais anyway, j'exagère, là, je suis très... Moi, je veux savoir... Ben, t'aimes l'humour, t'aimes la lutte parce que tu crées des réactions. Puis est-ce que tu penses que, justement, là, tu as délaissé un peu plus l'humour pour te concentrer à la lutte? Tu risques de peut-être revenir. Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui a influencé l'autre ou vice-versa? Ou tu penses que quand tu vas revenir en humour, justement, déjà, tu penses à peut-être faire du stand-up, diable en personne? Tu sais, ce que j'aimerais faire avec le diable en personne, c'est de faire des événements de mon lutteur. Tu sais, comme, mettons que je gagne une ceinture, là. Donc, je suis champion du monde à Saint-Hyacinthe, là. C'est champion du monde à Saint-Hyacinthe. Donc, champion poids lourd à Saint-Hyacinthe. Tu sais, j'aimerais ça faire un show aux haricots, mettons, comme soirée de célébration aux haricots, là. Puis là, c'est moi avec ma belle, puis un mic, puis je fais un stand-up, tu sais, puis il y aurait un band pour célébrer comme ma victoire, tu sais, mais
Ou tu sais, peut-être au Minifest ou au ZooFest, là, faire le diable en personne sur scène. Tu sais, parce que, ultimement, j'aimerais ça faire du stand-up toute ma vie, tu sais, puis j'arrêterai pas d'en faire prochainement. C'est juste que là, ça me tente pas d'aller faire ça dans des parcs, là. Ça m'intéresse pas pour tout. C'est ça, c'est le genre de contexte qui m'angoisse un petit peu plus, là, d'aller faire ça dans un parc, là. On dirait que là, justement, je me freinerais dans ce que j'ai envie de dire pour vrai parce que c'est un petit peu trop grand public pour moi, un parc, là. Okay. Mais je dirais que ce que je trouve hot de la lutte, c'est que tous mes talents scéniques, mes attributs peuvent être utilisés, tu sais. Le charisme, les mimiques. Tu sais, faire des grosses mimiques en stand-up, c'est vraiment un statement, je trouve. Tu sais, il y a certains humoristes qui font des grosses mimiques, tu sais, des David Bocage, des Alex Roy, tu sais, du monde qui font des grosses faces, puis c'est vraiment dans mon puritanisme du stand-up, là, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut faire vraiment du texte puis qui fait des grosses faces en plus, c'est ultra dissonant, quand pour vrai, sûrement pas, là, puis c'est moi qu'il faudrait qu'il enlève... qui lousse un peu ma laisse, là. Non, parce que moi, je pense que ça peut exister si, justement, ces grosses faces-là, c'est plus dans les act-out où là, tu vas jouer quelqu'un ou tu montres cette réaction-là par un personnage interposé que, justement, dans tes prémices sérieuses ou quoi que ce soit. Et effectivement, ça a l'air un peu weird de faire une grosse face surprise, là. Je pense que mes idées assez arrêtées sur le stand-up viennent un peu d'un espèce d'écœur en titre où, tu sais, je pense que j'ai été aigri un peu dans les dernières années par le milieu de l'humour qui devient ultra, pas qui devient, là, mais tu sais, que tu te rends compte qu'il est ultra commercial, puis que les boîtes de gérance, ils décident pas mal tout ce qui se passe. Et je veux dire, au bordel, c'est presque impossible d'aller jouer là comme nouveau, là, mettons, dans une soirée. Puis, tu sais, présentement, dans les soirées d'humour, ben, il y a juste la gang à Faneuf quasiment, puis à Comédia qui joue au terminal, là, parce que les autres, ils ont des shows à roder pour la télé, tu sais. Mais, tu sais, je peux pas faire, hey, je peux-tu m'ingérer dans votre show? Puis là, ben, en tout cas, fait que je sais qu'il y a un peu de sauce aigre-douce sur mon humour présentement, là. Puis, je pense que la lutte me permet un petit peu d'exorciser ça. T'sais. Quand je vais vouloir me remettre... Parce que j'en ai plein de choses à dire en stand-up, là, plein. Mais quand je vais revenir plus assidûment, je vais avoir peut-être même compris un peu plus qui je suis sur scène en stand-up, vu que j'extériorise vraiment... en lutte, j'ai aucune barrière. Là. J'ai aucune barrière. Parce que le cadre me le permet. Puis je pense qu'en humour aussi, on devrait avoir aucune barrière. Puis je pense que l'avenir est à créer ces shows, tu sais, comme les Picbois qui ont fait 1 heure. Tu sais, c'est des sketchs, c'est pas tout à fait la même chose, mais tu sais, pendant 18 mois, je pense qu'ils ont fait un nouveau show par mois. Ça, c'est hot pour eux. Tu sais, je veux dire, je pense que j'ai un peu... fait le tour des soirées de rodage, là, puis c'est cool pareil, là, je veux en faire encore, là, mais je pense qu'aller dans un backstage avec 6 autres humoristes super stressés puis d'attendre comme 1 heure et demie d'aller faire mon 8 minutes, il n'y a plus rien d'excitant là-dedans, puis je pense que c'est à moi de prendre un peu les rênes de ma carrière, si on veut. Okay. Ça m'aide. Je sais pas ce que tu en penses, Mike, mais vu qu'on est là, on pourrait peut-être passer à... Oui, j'allais justement aller vers ça. Là. Alors, je pense que ça va être le moment du défi. Par contre, on va le modifier un peu parce qu'en parlant avec toi, je réalise que... bon, ok, je vais l'expliquer en gros rapidement. Le défi, c'est on te soumet une discipline scénique et toi, si, mettons, t'arrêtes la lutte puis l'humour là, comment tu explorerais cette nouvelle discipline si tu veux en devenir un professionnel, ok? Par contre, notre idée, c'était au début auteur, compositeur, interprète, mais là, tu touches déjà un peu la chanson à ce qu'on a entendu. Puis l'autre idée qu'on avait, c'était plus l'idée d'un conteur ou quoi que ce soit. Fait que je pense que j'en avais déjà discuté avec Thomas, mais je pense qu'on va mélanger un peu les deux. Puis, tu sais, t'as un auteur, compositeur, interprète qui crée son univers un peu comme à la Fred Pellerin,
qui va justement mélanger un peu conte avec ses histoires dans sa chanson, tout ça. Fait que on te soumet ça. Fait que si, mettons, demain, tu décides de partir cette carrière-là, dans quel univers t'embarquerais, tout ça? Fait que... Ouais, ben... Fait que là, il faut que... ce qu'on me demande, c'est par rapport... C'est juste à partir de ton bagage d'artiste, tu sais, comment tu te projetterais avec... Mettons là, demain, tu startes une carrière de conteur qui développe son propre univers à la Fred Pellerin. Pas dans le style de Fred Pellerin, mais tu sais, développe un univers, mais fait des chansons aussi. Donc, conteur, chanson un peu. Comment tu t'y prendrais, toi, avec ton bagage? Moi, je dirais dans le milieu de l'action encore. Okay. Je trouve que... Tu sais, comme un peu, comme je vous dis, avec Le Diable en personne, là, que je me permets de créer des web-séries comme plus alternatives, là, comme très justement, j'essaie de créer un milieu d'action, là, fait que, tu sais, ce personnage-là, on dirait que je pourrais l'utiliser justement dans un show de conte, là, une espèce de show qui mélangerait le manga, là, avec... je commencerais par vraiment m'abreuver beaucoup d'histoires, là. Ben, ça... J'ai de la misère avec ça, là. J'ai jamais eu de... Je pense pas que je suis TDA ou whatever, là, mais présentement, là, j'ai vraiment de la difficulté à écouter des séries seul. Mettons, quand je suis avec ma blonde, là, je suis capable de me concentrer, mais quand je suis seul, là, j'ai 16 autres idées de choses à faire. Là. Lire présentement, c'est vraiment quelque chose qui est pas à ma portée, on dirait. Là. C'est ça, d'ailleurs, si je me lançais dans le monde de l'histoire, du conte, il faudrait que je lise beaucoup, t'sais. Puis ça, je pense que je me créerais un peu comme... moi, j'aime beaucoup les gars de South Park, Trey Parker, c'est quoi ça, Matt Stone? Non. Je sais pas si c'est son nom, mais... En tout cas, les gars de South Park, qui eux ont créé des comédies musicales comme Books of Mormon, qui normalement, c'est pas comme un style de comédie musicale auquel on pourrait s'attendre, mais un conteur d'action, on dirait que ça... Ah ouais. C'est comme... justement, avec la lutte, ce qui est cool, c'est que il y a un adage dans la lutte qui dit qu'un bon lutteur devrait être capable de faire un bon combat avec un manche à balai, tu sais. Parce que justement, tu es censé de recevoir puis de donner tous les moves seul. Fait que tu sais, ça serait fou, là, comme justement, là, compter une histoire, là, tu sais, comme où tu mimes un combat, tu sais, très intense, puis après tu te rassois, là, puis ça serait fou compter ça. Puis après prendre ta guitare électrique, là. La musique, tu penses que ça serait en lien avec le conte qui comme poursuit l'histoire un peu comme une comédie musicale, mais un conte musical, ou ça serait comme de la musique d'action aussi, où t'as tes paroles de j'ai tué le dragon, oui là! Ça serait, tu sais, la tune des Power Rangers, genre. Ouais. Je sais pas, mais tu sais, en plus, là, j'ai une idée de show là, que j'aimerais faire, ça s'appellerait, tu sais, comme je vous parlais tout à l'heure, mon band, le musée du baseball, tu sais, que finalement, depuis que ça n'a pas fonctionné au Minifest, tu sais, c'était vraiment un truc d'un soir, là, mais tu sais, finalement, on avait plein d'idées. J'aimerais ça faire justement une espèce de comédie musicale qui s'appellerait Bienvenue à Guitar World, tu sais. Fait que ça, présentement, là, j'écoute vraiment beaucoup de vidéos de guitare virtuoso, là, des de shredder, là. Je suis pas du tout capable de faire ça. Mais j'aimerais ça faire on avait une tune qui s'appelait Bienvenue à Guitar World, que c'était Bienvenue mon fils, bienvenue à Guitar World, puis c'était un père qui... C'était juste ça les paroles, mais qu'on jouait avec bien de l'émotion. Mais ça serait là, tu sais, comme là, un des membres de mon band, tu sais, c'est genre... Je sais pas, là, tu sais, ça serait comme la représentation physique de la guitare, tu sais, genre, un peu comme le fameux conte là, où le jeune il se cogne la tête, puis là, il tombe dans le coma, puis là, il arriverait à Guitar World, là, puis là, il marcherait dans Guitar World, puis il y aurait des guides à travers le monde de la guitare, tu sais, puis là, c'est comme « Ah, mais mon Dieu, c'est tel guitariste incroyable, tu sais, comme, que pouvez-vous m'apprendre? C'est très important de faire ça. » Puis là, après, je pogne une guitare, je fais « Ah, mais est-ce que je peux? » Puis là, il y a comme
je peux essayer cette guitare, puis là, on part un jam, tu sais, puis là, on fait une tune, tu sais, très comédie musicale, mais tu sais, basée sur le rock and roll, tu sais, puis après ça, c'est comme il y a le bassiste maudit, tu sais, comme, pour moi, 4 cordes, c'est suffisant, puis là, ça... C'est tout ça dans une ambiance, tu sais, encore là, pour que le pote soit... Tu sais, je pense pas que si je faisais la comédie musicale, je ferais ça batté, là. Mais moi, je cherche le public batté, c'est ça que je veux. C'est un public... Je veux... Tu sais, on a essayé de faire ça un peu au Minifest, là, mais tu sais, on n'a pas tout le temps les moyens de le faire. Avant, il y avait un autobus, là, ça aurait été hot de faire l'autobus Hotbox, là. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que si on peut pas fumer pendant qu'on regarde le show, c'est un peu dur que tout le monde soit batté, là. Puis tu sais, là, on n'entrera pas dans les edibles non plus, là, parce que là, le monde va être explosé. Quoique, si c'est ça le consensus, ça serait hot, là. Qu'est-ce que t'aimes du public batté? Ben, je sais pas, je le trouve, tu sais, au guet-apens, là, je sais pas, c'est un public... Ça, c'est dur aussi, mais il faut être ouvert dans le stand-up à pouvoir discuter avec le public. Ça, là, j'aime. Mais tu sais, je sais que ça se fait pas quand t'as 8 minutes là, de discuter avec le public. Mais tu sais, ce qui est hot quand t'as ton heure, qui est pas tête de même, là, tu sais, une petite heure imbrisable, c'est que le public batté, tu peux avoir une discussion puis de revenir avec les autres. Ou, je sais pas, tu sais, c'est un public moins agressif, tu sais, puis ça se traduit un peu dans les rires, là, tu sais, c'est moins... tu sais, comme on voit au Saint-Denis, mais tu sais, je sais pas, c'est une ambiance... on en ressort différemment, je trouve, que dans un show. Il y a moins d'attente, plus moment présent, de vivre le flow, plus que je faisais rire, tac, 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 ça rit pas, c'est pas bon. C'est ça, puis ils sont plus portés à embarquer dans tout. Ça, c'est très hot. Justement, quand t'es pas un bon musicien puis que t'oses faire de la musique devant eux, tu sais, imagine, là. T'imagines, mettons, David Bocage, puis je prends toujours lui comme exemple aujourd'hui, là. Pourtant, je parle pas de lui normalement, vraiment. Mais tu sais, comme, t'imagines si David Bocage fait son stand-up super tête, là, il arrive avec sa guide branchée puis tout, puis il est pas capable, tu sais, ça aurait aucun sens. Mais on dirait que dans un... Je les joue au complet, mes tunes, mais souvent, il faut que je recommence, tu sais, il faut que je recommence une part, puis je suis capable. Ça fait partie un peu de mon ambiance que je crée de pouvoir me recommencer. Puis des fois, tu sais, j'arrête une partie, puis là, je m'accote. Je fais « Oh my God, c'est ben trop tough. » Chanter puis jouer en même temps. Puis là, le monde, il trouve ça fucking drôle. Puis là, tu finis par l'avoir, puis c'est quasiment comme une performance athlétique. Là, yeah! Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais ça jouer toutes mes tunes sans avoir à m'apprendre. Mais tu sais, ça viendra. Puis, ouais, fait que là, ben... Maintenant que j'en ai parlé, il faut que je fasse ma comédie musicale. Bienvenue à Guitar World. Hein? Ouais. Et là, il faut que je trouve des... Fait que là, le problème, c'est de trouver des musiciens qui vont vouloir faire ce show-là parce que c'est un autre mode de vie quand même. Puis là, j'aimerais ça pogner, tu sais, des Christy de bons guitaristes qui pourraient faire tous les genres, tu sais, faire des solos shred puis faire de la guitare classique. Je sais qui que je veux, dans le fond, il faut juste que... OK, fait que si t'étais un genre de conteur musicien, il y a l'aspect comédie musicale avec Guitar World, puis il y a l'aspect musique d'action, conte d'action. C'est vrai que côté action de même, là, je le vois pas. Il y a pas. C'est un créneau qui n'existe pas. Ça serait vraiment cool. Tu sais, si t'as le trend d'un film d'action, là. Tu sais, là, quand il y a 3-4 ans, il y avait eu ce court-métrage-là là, de. C'est un policier. C'est comme ambiance très années 80, là, puis il y avait un policier tricératops, là, puis c'est rendu... comment ça s'appelle, ça? C'est quelque chose, tu Policier tricératops. Ça commençait, puis il était dans une... comment ça s'appelle? C'était allé sur Netflix après ça. Avec musique très clavier. Fuck, bon, en tout cas... Mais... Le policier, il avait comme un bandeau rouge, là, puis son partner, c'était un policier tricératops, puis à un moment donné, il s'en allait dans le passé, puis c'était Hitler qui revenait, genre, à cause d'une machine de jeux vidéo. Quoi? Il était dans le passé, puis il se battait contre des... Il y avait une nouvelle amie qui c'était comme une Amazone sur un tyrannosaure, là, je sais pas trop. Là. Dessin animé. C'est sûr que vous savez c'est quoi, c'est juste que... Non, c'était en vrai, mais tu sais, c'était comme un court-métrage indépendant. Finalement, Netflix l'ont acheté, là, ça dure 30 minutes, je pense. Peut-être 20 minutes.
Et oui. Mais tu sais, ça, c'est très Action 80, là, pratiquement une parodie de des affaires comme L'Arme Fatale, là, où c'est comme ouais, il faut vraiment y aller. Cette espèce d'action-là, cheesy des années 90-80. Ça, je trouve que c'est sûr que ça se reprendrait bien sur scène en comédie musicale ou en conte. Là. Chris, ça serait drôle, c'est pareil. Ça, c'est parfait pour un show à ZooFest, mettons. Là. Ouais. Ah! Peut-être m'a lâché la lutte, finalement. C'était ça notre but, c'est une intervention, finalement. C'est pas... On voulait faire un alignement de carrière, là. Ouais. Fait que c'est ce qui conclut un peu le podcast. Alors, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun, en effet. J'ai parlé tout le long. Ben, c'est ça le but. Le but, c'est que tu parles. T'es l'invité. Ouais. Cool. Parce que des fois, c'est dur comme animateur de pas toujours vouloir renchérir. T'sais. Ouais, c'est ça. Des fois, pas vouloir couper parce que le flow, il est bon aussi, le sujet. Fait que tu veux pas le couper puis qu'on n'en revienne plus là-dedans. T'sais. Puis, donc, si tu veux, pour te suivre dans les réseaux sociaux, il y a la page Le Diable en personne pour suivre la saga du Power. En fait, il y a 2 pages à suivre sur Facebook. C'est Le Diable en personne Pro Wrestler, parce qu'il y avait déjà Le Diable en personne, hein, qui existait, troupe de théâtre de je sais pas trop quoi. Là. Pour vrai? Fucker. Je sais pas c'est quoi. Ben, c'est hot d'avoir Pro Wrestler. C'est à toi du PCU pour acheter leur nom. On va garder ça au Diable en personne Pro Wrestler. Puis il y a aussi La Gorgée à suivre. Ouais. C'est avec Jonathan Hardy, là, on fait. À la base, on a commencé en faisant un 72 heures de Zelda. Donc, notre but, c'était de passer les 9 Zelda de base en 72 heures non-stop. Puis, la première année, on n'a pas réussi. Fait après ça, c'est devenu comme un espèce de projet où on fait du Twitch en masse. Puis, au début, on faisait pas vraiment de Twitch, là, mais on faisait des. C'est ça. On a fait un autre truc très casse-gueule sur scène, on a fait un projet qui s'appelait le Concerto Gorgetti Colossalo. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un montage de 21 minutes de musique de jeux vidéo. T'sais, on a pris toutes nos meilleures chansons, puis on a fait un montage. On l'a appris, puis on l'a appris, puis on l'a joué a cappella. Alors, on a fait nos harmonies, nos accords. On est poche à l'os, là. Mais c'était juste comme... On a joué ça. D'ailleurs, si vous voulez, il y a un documentaire là-dessus sur la page de La Gorgée, fait par notre ami Philippe Desmarais-Renaud. Là. Mais tu sais, ça, c'était n'importe quoi. Là. C'était pas n'importe quoi dans le sens, ça n'avait pas rapport, là, mais on était on habitait ensemble dans ce temps-là, puis on allait dans notre petite pièce de rangement là, pour pratiquer là, comme oh, papa. C'est 21 minutes d'acapella, là. C'est long! Puis on l'a fait 2 fois en 3 soirs. Là. On s'est fait inviter dans une soirée pour la faire. Là. C'était n'importe quoi, mais tu sais, comme c'est hâte de faire des shows de même. Tu sais, lancer. Les gens, là, justement, on avait invité les gens au guet-apens à venir voir ce show-là avec Maxime Gervais en première partie. Tu sais, il vient faire sa musique fucking rodée, il vend ses albums. Puis après, il y a nous qui arrivent, là, on est en veston, là, cravate, là, pour faire comme ça, on était un grand concert de voix, là. Pour faire 21 minutes d'acapella de musique, là, de jeux vidéo. C'est que c'est hot de faire des shows comme ça. Là. Là, la gorgée. Ouais, excuse-moi. C'est ça, La Gorgée, tu streams des jeux vidéo. Vous streamez aussi des films, à ce que je vois. Là. Vous écoutez des films en direct. Bleu, ça, on n'a pas le droit de faire ça. Là. On s'est fait avertir. Pas vraiment. Là, en fait, on n'a pas le droit de faire ça. Et on le fait pareil. Parce que là, dans la vague de, à un moment donné, tout était bleu, là, le panier bleu, whatever. Moi, ça faisait longtemps, j'aime tellement ça, regarder des mauvais films québécois, là, j'aime tellement ça. Puis je cherchais comme une manière de partager ça. Fait qu'on a créé le Navet Bleu. On a regardé 6 films à date. On a regardé Nitro, Les Dangereux, cette gamme-là de films. Là, et puis évidemment, on fait des jeux d'alcool pendant ce temps-là. Puis il y a de quoi être chaud.
chaud. Ouais, fait qu'il y a plein de choses à voir. Là. C'est sûr qu'avec, comme je disais tout à l'heure, on avait créé le Voyoustival, là, notre festival de 24 heures, puis on était censé faire la 2e édition cette année, mais ça n'a pas eu lieu à cause des circonstances actuelles. Mais à voir. Super, des petits spectacles alternatifs. Là. Super. Fait qu'on on te suit sur les réseaux sociaux. Ça va être dans les liens des bios du podcast quand ça va sortir. Sinon, c'est ce qui conclut tout ça. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, moi, je suis bien content. Je trouve qu'on a... C'est fou de vraiment parler de vraiment plein d'affaires. Je suis très content. Non, c'est parfait. Génial. C'est moi qui conclue, hein? Yes, c'est ton cul, là. Le podcast Langue à langue, c'est terminé.